Salut à tous, bienvenue dans ce live numéro 6 sur le compte We Are Thunder. Comme d'hab, c'est moi Pierre qui vous parle, je suis en ligne avec Constant. Comment ça va Constant? Ça va, un peu mal à la tête là vu les dernières news, mais Il faut suivre, hein. faut suivre là. Faut Pour pas, le coup, faut pas lâcher Twitter une seconde sinon la grasse t'es mort. mat là, elle est fatale là. Mais sinon Euh, ça va. Ceux qui n'ont pas l'habitude des lives, bienvenue, merci de nous regarder, de nous écouter. Ça va durer peut-être plus longtemps que d'habitude, au moins une heure, peut-être une bonne heure et demie avec tout ce qu'on a à faire. Beaucoup de contenu. En fait, pour ne pas vous perdre, on va faire un retour chronologique des événements depuis la semaine dernière, en fait, depuis notre dernier podcast, depuis notre... ouais, en gros, depuis le trade de Schroeder, puisque le trade de Schroeder, si vous avez écouté, est arrivé en direct pendant notre dernier podcast. C'est la première petite... dinguerie de Sam Prestige, j'ai envie de dire. C'était le début là. C'était le début. Alors, du coup, on reprend dans l'ordre chronologique. On va commencer tout de suite. N'hésitez pas à poser vos questions, à interagir avec nous pendant qu'on parle de ces sujets. Alors, d'abord, il y a eu le trade de Schroeder qu'on a commenté dans le dernier podcast. Donc, je vous invite à le réécouter si vous voulez notre analyse dessus et plutôt notre déception dans un premier temps. Et on verra dans un deuxième temps qu'il a un peu gagné en valeur avec un second trade dont on va parler très vite. Ensuite, il y a eu le trade de Chris Paul. Le trade de Chris Paul, le premier gros trade de l'intersaison, probablement celui qui a déclenché toute la reconstruction ensuite, dont on va parler maintenant en large et en travers pendant peut-être plusieurs années. Celui-là de trade, on va pas en parler. C'est un choix parce que on vous prévoit une surprise et normalement un podcast en début de semaine uniquement sur celui-là, avec du lourd. Donc, teaser, on va sauter ce trade, sauter cette étape-là. On vous rappellera juste que pour la suite, c'est important peut-être de vous dire que Chris Paul, dans le trade de Chris Paul, on a eu Kelly Oubre Jr., Ricky Rubio, Ty Jerome et Jalen Lecque. On va dire comme ça, je crois que c'est comme ça que ça se dit. C'est assez dur à dire. Et un Voilà, first round aussi. et un first round et un second, je crois. Non, Mais juste un first. on en parlera, oui, on en parlera en profondeur dans un podcast qui lui sera entièrement consacré. On arrive maintenant au premier trade du coup de la soirée de la draft, parce que même avant la draft, Presti était déjà au four et au moulin, j'ai envie de dire. Premier trade, le trade de Al Horford et de Danny Green. Donc Danny Green est envoyé avec Terence Ferguson à Philadelphie contre Al Horford, les droits sur Micic, le meneur d'Euroleague. Non, encore un pivot, tu vois, je suis matrixé. Le choix numéro 34 de l'année 2020, qui on le verra ensuite est devenu un joueur plus qu'intéressant pour nous. Et ensuite le premier tour des Sixers 2025 qui est protégé assez faiblement. Je vous invite à aller checker les protections. En gros c'est de 1,6, après ça devient 1,4 sur 2 ans et ça devient jamais un second round je crois. Donc Non. en gros c'est un bon pick. Celui-là honnêtement c'est vraiment un bon pick. Ton sentiment Constant vis-à-vis de ce trade, je t'avoue que j'étais plutôt content moi de mon côté de ce qu'on a eu contre Green et que du coup ça a revalorisé le trade de Schroeder pour lequel on n'avait peut-être pas eu assez à notre goût. Je suis plutôt d'accord avec toi. Le trade, je pense que ni toi ni moi on s'attendait à ce que OKC récupère Al Horford contre Danny Green. Tu vois, pendant toute la fin de saison l'année dernière, on parlait potentiellement d'un Chris Paul contre un Al Horford. Au final, Al Horford a débarqué peut-être 4 ans trop tard au OKC. Mais il est bien arrivé chez nous et je trouve que la contrepartie est vraiment pas déconnante. Ok, tu prends le contrat d'Al Horford, mais on aura peut-être l'occasion d'en parler juste après. Al Horford, dès que tu l'enlèves des pattes de Joel Embiid et que tu le fais jouer comme il doit jouer, ça va être un très bon joueur. Tu lâches Terence Ferguson, ce qui n'est pas très grave étant donné son niveau l'année dernière. Tu lâches Danny Green qui de toute façon te servait à rien. Et en échange, tu récupères un first round et tu récupères un meneur d'Euroleague dont on ne sait pas s'il va venir en NBA, mais qui potentiellement pourrait être intéressant. Et tu récupères surtout un pick 34 qui nous a donné un petit Français dans l'équipe. Donc globalement, mon ressenti, c'est que de tous les trades qui ont été faits cette semaine, et Dieu sait qu'il y en a eu plusieurs, c'est peut-être celui avec lequel je suis le plus content. Alors qu'il est gagnant-gagnant pour moi. Parce que si on parle de côté Philly, il est gagnant-gagnant ce trade-là. Je suis complètement d'accord avec toi. En fait, on a vraiment eu quelque chose de bien, un retour de Danny Green qu'on pouvait peut-être pas vraiment espérer que ce soit à la deadline. On aurait peut-être eu qu'un pick ou un joueur avec un contrat expirant, sans vraiment de valeur. Là, c'est vraiment un bon trade. Pour revenir déjà sur ce qu'on envoyait nous, Danny Green, il s'inscrivait pas du tout dans
dans notre reconstruction. Je pense qu'il voulait pas vraiment être à OKC. Terence Ferguson, on peut peut-être dire un petit mot sur lui. Il a été très bon quand André Robertson s'était blessé. Il a eu une très bonne saison où il était bon au tir, où on attendait de la confirmation et c'est jamais venu. C'est jamais venu parce que probablement des problèmes mentaux, j'ai envie de dire, pas qu'il est débile, c'est pas Judiciaire ça, aussi. mais judiciaire un petit peu, mais je pense qu'il avait un cap mental qu'il avait du mal à passer. Il avait peut-être pas la tête au basket aussi complètement, et je pense qu'un nouveau départ pour lui, c'est une bonne chose. Et je pense qu'à OKC, il n'aurait pas confirmé l'année prochaine et on l'aurait perdu peut-être pour rien. Bah, surtout qu'il arrivait en dernière année de contrat, Ouais, donc c'est il se ça. trouvait dans une situation où il était restricted de free agent. Tu savais pas vraiment ce que tu allais en faire. Pour le coup, là, surtout quand tu vois, bon, maintenant ça a pas mal bougé, mais au moment de ce trade, tu es dans une situation où sur les postes de guard et de meneur, même avec le départ de Chris Paul et On le est départ de blindé. Schroeder, t'étais quand même blindé. Donc, non, c'est pas grave, je pense que. Comme l'a dit, je crois que c'est Schleck qui l'a dit, tu as un trio qui est chez Dort, Bazley, qui est un trio sur lequel OKC a confiance dans le fait qu'ils peuvent construire. Et ensuite, tu avais tous ces jeunes qui étaient Nader, Burton, Ferguson, sur Mm. lesquels le Thunder pensait pas qu'ils allaient se développer. Et du coup, le Thunder et Sam Presti n'a pas hésité à envoyer ces joueurs-là. Et t'en as un qui est encore entre les deux, dont on reparlera vite fait après, c'est Hamidou Diallo, qui lui Mm. pour l'instant est le dernier survivant de cette équipe, et qui se retrouve dans une situation où lui est pas loin d'être bougé, mais pour l'instant est quand même conservé. Mm. Donc une Mais pour perte, revenir... c'est pas Ouais. une grosse perte en soi, j'aime pas ce Non, mot-là, voilà. mais c'est pas préjudiciable de perdre Ferguson dans ce trade-là. Et par rapport à Harford, vas-y, je vais te laisser parler, mais lui, il est beaucoup plus dans le long. Il a déjà un contrat plus long et qui est dégressif, qui est plus intéressant. Et on pourra sûrement le retrader, on pourra le faire gagner de la valeur et il sera intéressant en tant que vétéran aussi. Ouais, bah alors, pour donner un peu plus de précision sur le contrat d'Al Horford, il lui reste 3 ans. Les 3 années sont dégressives, ce qui est déjà une bonne chose, et la troisième année est partiellement garantie. Donc au final, tu as cette année qui est complète, tu as l'année prochaine où tu as un salaire complet, et si vraiment tu l'as pas tradé à ce moment-là, ce que je ne crois pas, je crois qu'il n'y a que 50% de son salaire qui est garanti, donc c'est même pas Mhm. 27 millions que tu vas le payer, c'est 13. Au-delà de ça, pour revenir sur le joueur, alors Ford, je vois beaucoup de gens qui l'ont critiqué pour son passage à Philly. Faut quand même remettre les choses dans son contexte. Alors Ford, que ce soit à Atlanta ou à Boston, il a cartonné en jouant poste 5. Quand il arrive à Philly, on lui dit maintenant tu joues plus poste 5, tu joues poste 4 parce que tu as Joel Embiid qui va jouer au poste 5 et tu vas arrêter de jouer au poste, tu vas t'écarter au large et tu vas prendre que des tirs à 3 points. Ce qui n'est pas du tout ce que tu dois demander à Horford. À Horford, si tu l'utilises, c'est au poste 5, tu le fais jouer au poste, tu utilises son tir à mi-distance, ses Mhm. capacités de création, Tu fais jouer t'arrêtes, en pick and pop aussi à tu fais jouer l'extérieur. en pick and pop, Mhm. t'en fais pas un spot-up shooter. Donc, en plus, Horford, c'est un joueur qui a un QI basket qui est très élevé, qui en défense va toujours te faire les petits trucs intéressants. Donc vraiment, moi je trouve que c'est un bon renfort pour OKC. Pas juste d'un point de vue sportif, mais même d'un point de vue formation. Parce qu'on va en reparler après avec la draft, mais on a pris à poste 5. Et alors Ford, pour le coup, même au-delà du poste 5, je pense que, tu vois, les pick and pop chez alors Ford, des pick and pop l'année dernière, t'en avais pas au Thunder. Parce que t'avais Steven Adams au poste 5. Là, tu peux te retrouver dans une situation Où où t'avais tu peux... Muscala, mais qui jouait jamais. Oui, mais combien de temps chez et Muscala ont passé ensemble sur le terrain? Il n'y en a pas beaucoup. Non. Et du coup, tu te retrouves dans une situation où, en fait, ou que ce soit chez ou Bazley ou d'autres, ils vont se retrouver dans une situation où l'année dernière, ils avaient un intérieur qui était un vrai intérieur avec Steven Adams. Et l'année prochaine, ils vont se retrouver dans une situation où tu as un intérieur qui s'écarte avec Al Horford. Et je trouve que c'est une bonne chose parce que ils vont pouvoir voir toutes les possibilités que tu as avec un poste 5. Ouais, je suis Donc d'accord voilà. avec toi. Pour moi, c'est une bonne recrue. Et en plus, tu as cette théorie du Horford va regagner en valeur et on Oui. pourra le retrader contre quelque chose d'encore Parce que positif dans un pour an, OKC. il aura un an de contrat en moins. Si ça Mm. se trouve, les gens vont se dire ah, mais en fait, dès que tu le fais jouer poste 5, il est pas si mauvais. Et que tu as un contender qui va faire bon, nous, on veut bien prendre le contrat d'Al Horford. Honnêtement, on l'imagine plutôt rester, surtout avec ce qui reste dans l'effectif actuellement et comment il est année, construit. Et je pense qu'il va rester au moins cette année. Ouais. Je pense que tous les deux, on est d'accord là-dessus. Très rapidement, pour parler de Micic, 26 ans, meneur d'Euroleague confirmé, vraiment un gros meneur d'Euroleague. Il a été drafté en fait il y a combien tu m'as dit? Il y a 5 ans, non? 2014. 2014, 6 ans même.
Donc quand il avait 20 ans, il n'est jamais venu en NBA. Est-ce que la situation du Thunder l'intéresse? Honnêtement, j'ai du mal à dire oui. Après, il aurait du temps de jeu, il aura un rôle assez important dans l'effectif, mais on est aussi au milieu d'une saison en Europe. Est-ce qu'il veut partir au milieu? C'est assez compliqué de voir. En tout cas, on a récupéré les droits de ce joueur-là. Ouais, bah, pour le coup, moi je regarde pas assez l'Euroleague pour avoir un avis sur Micic, mais d'après ce que toi tu me dis, d'après ce que j'ai vu, je crois que même Le Vosges l'a tweeté, c'est un des meilleurs meneurs d'Euroleague actuellement. Après, il y a la jurisprudence Teodosic, qui était un des meilleurs meneurs d'Europe, qui est arrivé en NBA et qui a rien fait. Bon, pour le coup, les deux avaient pas le même âge, hein. Teodosic était beaucoup plus vieux, mais quand même. Après, je sais pas si c'est dans le but du Thunder, que ce soit du Thunder ou de Micic, de venir cette année. Même si pour le coup il serait intéressant, mais je suis pas convaincu. Il serait un bon en mentoring en fait, surtout si on a personne. On en parlera ça aussi après en guard en fait, en ancien guard. Il serait peut-être intéressant là-dedans, dans la création aussi pour les autres. Mais de son point de vue individuel, à part prouver qu'il a le niveau NBA et peut-être avoir un autre contrat ensuite, ouais, c'est assez compliqué. Après, on n'est pas exclu de le voir dans le futur, comme Campazzo qui a signé à Denver, si je ne me trompe pas, qui est beaucoup plus âgé, qui a jamais joué en NBA, qui a peut-être encore moins de physique que Micic pour jouer en NBA en plus. Donc, c'est pas exclu de le voir un jour. Donc, c'est un petit bonus, j'ai envie de dire, dans ce trade-là. Et au final, on a fait le tour. Après, il y a ce pick 34 qu'on a exploité directement. Il y a un futur. Non, c'est vraiment un bon trade. C'est pas sur celui on va le plus débattre, pardon. Celui-là, on est plutôt d'accord sur ce qu'il a donné. C'est plutôt positif. Oui, bah au final, ça adoucit le trade de Schroeder. Parce que tu te dis, tu as tradé Schroeder contre le 28, plus alors Ford, un first round, le pick 34 et Micic. C'est honnête. En fait, c'est bien des fois de remettre de prendre du recul sur tous ces trades, surtout qui s'enchaînent là, et de revoir ce qu'on a fait. Et par exemple, pour Switch Schroeder, bah, comme l'a dit Constant, en fait, ça devient beaucoup plus positif que ce qu'on aurait pu. Que ça paraissait au début, en fait. Donc, c'est plutôt pas mal. Je vois, il n'y a pas un grand intérêt pour les deux camps, je trouve. C'est ce qu'on a dit au début. Pour nous, c'est win-win. On va pas refaire ça, mais. Green voulait pas jouer au OKC, ça apporte du spacing à Philadelphie, il sera beaucoup mieux. Horford, ça allait pas avec Embiid. Et nous, on a un vétéran en poste de pivot qui formera, qui aidera les jeunes et qui sera largement positif dans le jeu collectif. Donc c'est vraiment bien là-dessus. Philly, ils ont tout intérêt à faire ça, hein, pour le coup. Ouais. Et Philly a fait une bonne draft et une plutôt bonne free agency pour l'instant, si je ne me trompe Philly pas. a Ils fait seront une assez très intéressants. bonne draft. Que des shooters. Morey arrive et que des shooters. Non, il y a Tyrese Maxey. Oui, c'est vrai. On en reparlera de lui peut-être aussi d'ailleurs. On arrive. Donc là, c'était juste avant la draft. On arrive ensuite au trade-up de la draft. Ce moment tant attendu, ce moment que Constant attendait tant. Oui, d'accord, je peux vous parler de Micic. Oui, effectivement, Micic, du coup, je comprends mieux. Le trade-up pour Aleksej Pokusevski, enfin le pick 17, puisque c'est de ça qu'on va parler d'abord. Alors, le trade, on le remet parce que celui-là, c'est pas le plus simple non plus. On a eu les contreparties souvent un peu après. Rubio a été envoyé avec le pick 25 et 28 d'OKC contre le pick 17, qui du coup devient Pokusevski, contre James Johnson et un futur second tour de 2024. Ouais. Celui-là, il a fait jaser. La première chose à savoir, c'est que Presti est monté dans la draft parce que il voulait le joueur qu'il a drafté ensuite, donc on va parler de Pokusevski, il le voulait absolument. Denver allait le drafter en 18, enfin essayer de trade up en 18. Ouais, enfin, du coup. Oui, Denver voulait trade up en 18 pour le drafter avec le pick de Dallas. Donc il était un petit peu dans l'obligation d'effectuer ce trade-là. Minnesota voulait Rubio, je pense, en tant que backup, voulait le faire revenir. C'est assez marrant de le revoir revenir où il était drafté. C'était assez mal fini, non? Je me sais plus comment ça avait fini cette histoire. Mais, il est tradé à Utah, je crois. Ouais, il est tradé à Utah, il signe un gros contrat. Ouais, bon, bref, on va pas refaire la carrière sur Rubio qui aura passé une semaine chez nous. Toi, je sais que t'es pas forcément positif vis-à-vis de ce trade. On parlera ensuite de ce qui est devenu James Johnson, qui lui aussi a été plutôt valorisé par un trade suivant. Ton ressenti vis-à-vis de ça, avant qu'on parle un petit peu de Pokusevski, mais on en a énormément parlé dans nos anciens podcasts articles, donc je vous invite à réécouter aussi. Alors, on va pas se le cacher, le soir de la draft, j'étais dégoûté quand j'ai vu la news. Vraiment. Parce que je critique pas le joueur.
qui, au-delà de... En fait, on ne sait pas sur le joueur. Pour l'instant, on ne peut pas donner un avis sur Pokusevski. Moi, le seul problème que j'ai, c'est que je me suis rendu compte après la draft qu'il a déjà loupé 3 mois parce qu'il s'est blessé au genou, ce qui est jamais bon signe. Alors ça, il y a une espèce de rumeur. En fait, personne ne sait vraiment ce qu'il a, comment il était au niveau de la santé. Et il y a certains insiders qui disent qu'il a été caché, en fait, par Caché la par qui? franchise. Par la franchise ou que certains scouts qui avaient des contacts voulaient pas qu'il joue pour pas montrer. C'est pas une connerie que je te dis, il faudrait que je retrouve le tweet, mais il y a pas, en fait, il y a très peu d'infos sur cette blessure. Voilà, c'est pour ça qu'au début, on n'en a pas eu spécialement connaissance, toi et moi. Bref, Oui. que ce soit caché ou pas caché, il y a un truc louche derrière dans les Ouais, deux ouais. cas. Parce que cacher des joueurs pour pas qu'ils montent, je suis pas sûr que ce soit très autorisé. Après, là, Mais il a bref, l'air en forme de ce que les images qu'on a pu. Il a l'air oui, d'être valide, voilà, pour il jouer. porte des beaux pulls, des beaux sacs bananes. Bref, j'ai un problème en fait, au-delà du joueur, j'ai un problème avec le fait de monter en 17 pour aller chercher ce joueur. Je pense que au niveau de la contrepartie, t'as quand même lâché, même si c'est un pick 25 et un pick 28, t'as quand même lâché 2 first round, plus Ricky Rubio pour monter en 17. Au-delà de la valeur de Ricky Rubio qui apparemment était pas si élevée que ça, Hmm. tu lâches quand même Rubio plus 2 first round pour aller le chercher. D'ailleurs, je vous invite à lire des insiders sur la valeur de Rubio qui disaient que c'était neutre, voire négatif, parce qu'il a un contrat assez cher, avec un peu d'argent et sur 2 ans. Donc, au final, il n'avait pas tant de valeur que ça et les équipes n'auraient pas donné énormément pour l'avoir. Bref, on a quand même lâché 2 first round Oui. plus Rubio pour monter en 17. Et quand tu vois le nombre de joueurs qui étaient encore disponibles en 17, drafté Pokusevski. Bon, après, le problème c'est que toi t'es ultra fan du joueur et moi je suis ultra sceptique. Donc on n'est peut-être pas les personnes Voilà. les mieux jugées pour ça. Et sur Twitter, c'est la même chose. C'est qu'il y a des gens qui Hmm. ont hâte de le voir, qui disent que ça peut être un crack entre guillemets. Et il y en a d'autres qui disent que c'est même pas la peine, il pourra pas jouer, il est trop fin et tout. Là, pour rebondir à ça, en fait, moi, avant qu'on parle de lui vraiment, j'ai aucun problème dans la mesure où Presti fait ce trade pour drafter un joueur dont il est tombé fan. C'est son chouchou vraiment, hein. C'est pas juste on attend, on peut voir si on l'a. Il est vraiment tombé fan de lui, il le voulait vraiment. Et je pense que les 2 first rounds, c'est un peu le prix à payer pour monter quand on voit ce que les Knicks ont fait à un moment. Je crois qu'ils avaient envoyé quelque chose comme un fin de premier tour et un tout début de second pour monter. Après, ils sont redescendus. Bon, c'est les Knicks. Mais en gros, c'était le prix à payer pour ça. Et après, il faut presque voir, à part Rubio et Johnson, il faut peut-être voir en fait qu'on a tradé Rubio pardon, pour ce qu'on a eu contre Johnson, peut-être quelque chose comme ça. Je vois plutôt comme ça. Et en fait, moi, ce qui me fait dire que je suis pas fan, je comprends totalement qu'on considère que c'est beaucoup, mais j'aime le fait qu'on n'hésite pas à monter pour quelqu'un dont on a un coup de cœur, ce qu'il faudra faire quasiment dans toutes les prochaines drafts, vu ce qu'on a en pick, Oh. et on n'aura peut-être pas besoin de le faire, je suis d'accord avec Ouais. toi. Mais si par exemple on aura peut-être le 1 et on aura peut-être ensuite le 15, et ça se trouve en 10, il y aura quelqu'un qu'on veut vraiment, il ne faudra pas hésiter à monter. Et ça, moi je conçois ça à la draft, c'est-à-dire que tu es tombé amoureux d'un prospect, tu l'as scouté pendant un moment. Il y a eu des gros contacts avec OKC, son agent est un ancien scout, enfin c'est un ancien du Thunder. Il y a beaucoup de choses. Donc moi je suis plutôt convaincu. Après, Pokusevski, maintenant on arrive à lui, c'est le pari de la draft. C'est le truc, Ah oui. c'est l'inconnu ultime, parce qu'il jouait dans un championnat honnêtement obscur. On va être Oui. honnête, hein, ni toi ni moi on l'a vu jouer vraiment totalement un match, et je pense qu'on peut même pas le voir un match de lui, Non. parce que c'est du championnat sombre. Parce qu'il y a son problème physique de poids, parce que voilà. Mais quand tu vois les images, son plafond, son potentiel, c'est peut-être le plus haut de la draft. Peut-être plus haut que. En tout cas, il est top 5 en potentiel. C'est sûr, Top même 5, top oui. 3. Même top 3, je pense. Parce que il a un profil de licorne qui est très recherché parce qu'il a montré des skills, notamment son tir, son dribble, sa vision de jeu. Je vous invite à regarder le scouting que j'avais fait sur lui, qui sont uniques pour un joueur de cette taille-là, et il a 18 ans. C'est ça qui est incroyable. Donc il y aura du temps, il faudra être patient, mais le pari, il faut peut-être mieux le prendre maintenant et s'assurer ensuite des bonnes drafts avec Cunningham, on a l'occasion d'en reparler, mais il y aura des choix évidents. Là, on pouvait peut-être se permettre un pari. Je sais pas. Tu vois, effectivement, Poku a des qualités, mais encore une fois, est-ce que tu peux vraiment juger ses qualités quand tu joues contre des mecs qui n'ont pas Non. le niveau? Non. Je pense qu'il faut presque plus le juger quand il a joué avec la Serbie en championnat de jeunes.
Plus Ouais, que et d'ailleurs. Et si c'est tu- d'ailleurs c'est là que les scouts l'ont plus vu qu'à l'Olympiakos B. Et c'est pour ça qu'il était assuré même de venir NBA parce qu'à l'Olympiakos, il se serait pas vraiment développé. Voilà. Non, mais si tu regardes, c'est quoi? C'est le championnat U19 qu'il fait avec la Serbie? Ouais, ça doit être ça, ou U10. Bah non, U19 ou U17, il a dû faire. Bon, bref, il fait un championnat de jeunes avec la Serbie, où pour le coup, les scouts ont été impressionnés parce qu'ils tiraient de partout. Mais si tu regardes ses pourcentages, c'était pas non plus la folie. Donc, Après, je sais, regardez les tirs qu'il prend. oui, Enfin, regardez les c'est tirs des qu'il tirs prend. de. C'est des tirs Kevin Durant, j'ai envie de dire. C'est des tirs où il s'arrête en transition, c'est des tirs où il y a des end-off, il tire à 20 mètres de la ligne. C'est pas des tirs de pivot qui squattent dans son corner, quoi. Non, après, c'est un pari. Alors, le point positif, c'est qu'on n'a pas lâché d'assets pour les années d'après pour aller le Ouais, récupérer. complètement. On a lâché que des assets de cette année, donc ce qui est plutôt une bonne chose. Après, le joueur, je sais pas, franchement, je me dis que quand tu vois les joueurs qui restaient en 17, t'avais Tyrese Maxey, t'avais Josh Green, et même si t'avais pas bougé, que t'étais resté en 25 et en 28, en 24, t'as RJ Hampton qui part, qui lui, en termes de potentiel, est quand même bien haut. Et tu pouvais récupérer un meneur en 28 très intéressant. T'avais Tyrell Terry. Typiquement, tu pouvais faire RJ Hampton et Tyrell Terry juste en restant en 25 et en 28. Ce Est-ce que ça aurait été qui- une meilleure draft? Peut-être pas à terme. C'est ça le. Oui, mais en fait, le pari Pokusevski et la draft de manière générale, c'est effectivement si tu fais un pari, si tu fais des paris sportifs, bon, bah, si tu paries que Dijon va battre le PSG 8-0, effectivement, tu vas gagner des sous. Oui. Mais est-ce que ça va se réaliser? Tu vois? Oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Mais bah, j'ai presque plus confiance en Poku qu'en Hampton. Après, c'est mon avis perso. Euh, Parce que Hampton, je pense qu'il va. J'ai du mal avec son tir, j'ai du mal jusqu'à. En fait, le plafond de Hampton, c'est Zach Lavine. Bon, c'est pas le débat, mais je pense que pour moi, c'est ça. Là où Poku, ça peut être En fait, très très Poku, haut. c'est un hit or bust. Ouais, Je pense pas qu'il y aura de demi-mesure. ouais. Il n'y aura pas de juste titulaire, voilà. Euh, donc ça sera intéressant de voir. Après, dans un premier temps, on peut peut-être parler de son rôle. On aura pas mal de questions sur lui, c'était sûr. Mhm. Pour son rôle, j'ai pas mal de débats avec tout le monde sur Twitter. C'est un poste 5. C'est un poste 5, C'est un arrêtez! poste 5. Alors, on va un peu développer ça. Il a joué 3 avec la Serbie parce qu'il jouait avec des grands qui restaient au milieu de la raquette, ils pouvaient pas bouger. Ça, Mm. ok. Mais actuellement, s'il est sur un parquet NBA, il ne peut défendre déjà que des postes 5 en drop. C'est-à-dire qu'il ne sera pas encore pour l'instant capable en vitesse de suivre des guards, bien que ça soit une de ses qualités. Sur de la mobilité latérale, quand tu fais 2,20 m, c'est assez compliqué et vaut mieux être sous le cercle que lever les bras. Première chose. La deuxième, offensivement, au début, j'ai envie de l'imaginer comme un Brook Lopez, tu vois, genre un poste 5 qui fait que tirer, qui reste au large, qui des fois va près du cercle, mais c'est assez rare. Brook Et Lopez, Milwaukee, parce que Brook Lopez du début, c'était pas ça. oui, voilà, mais Brook Lopez de la fin, c'est ça que j'entends, Ouais. de maintenant. Et il sera moins capable au début peut-être de créer, d'utiliser son dribble et ses drives parce que physiquement, s'il est défendu par des petits ou des physiques, il pourra pas, il va subir le contact. Son seul avantage en attaque, c'est sur des pivots qui auront du mal à sortir et qui pourra peut-être prendre de vitesse. Mais s'il joue 4 ou 3, c'est pas possible sur ça. Donc c'est un Mm. vrai poste 5. C'est vraiment un poste 5. Alors on peut avoir le débat Porzingis, il joue 4, il y a Powell, il a joué 4 à New York, mais Porzingis, il a été 5 toute l'année en playoff, enfin tous les playoffs avec Dallas et ça a très bien marché. Et il faut plutôt le voir comme un Porzingis dans le rôle au début, ou voilà, c'est plutôt quelque chose comme ça. Mais en fait, le problème, c'est que tu peux pas ne pas le faire jouer autrement que 5 pour Oui, l'instant. oui. Alors, pour les gens qui nous écoutent, rendez-vous compte, Pokusevski est plus léger que chez Gedius Alexander. Il est plus léger que chez. Genre, vraiment. Ah mais c'est une arbalète, on l'a dit l'autre fois, mais c'est une Mais arbalète. je crois que Malédon est plus léger, Mm. enfin, est plus lourd. Parce que Pokusevski, je crois, il fait 88 kilos. Oui, oui, oui. Donc, Et en bref. plus, il a dû grandir encore. Il grandit encore, donc... Oui, bah alors on va en reparler ça de sa taille. Mais le problème c'est que comme tu as dit, tu peux ne le faire jouer que poste 5 parce que si tu le mets poste 4 et qu'il se retrouve à devoir défendre LeBron. Giannis Antetokounmpo Ouais. ou LeBron, bon bah ça va être compliqué, le pauvre petit il va avoir du mal. Mais en fait Pokusevski, je pense que pour l'instant tu peux juste l'utiliser en protecteur de cercle ou en tout cas Mm. qui va te faire En quelques contres. Ouais, tu peux l'utiliser qu'en drop. Défensivement, ça va être... Alors, sans le talent, sans rien, mais dans le rôle, Rudy Gobert. Je sors jamais de la raquette, je lève les bras, j'essaie de contrer, voilà, c'est ça, en fait. Ça va être Boban. Oui, Parce que ou Rudy Boban, Gobert, ou Boban, ou Boban. Rudy Gobert, c'est un défenseur élite quand même, donc
Mais après, en défense, bon, bah, je pense que ce sera pas en défense qu'il faudra le juger, que Non. ce soit l'année prochaine ou sur sa carrière. C'est un talent Euh, offensif d'abord. Oui, le talent offensif, mais le talent offensif, son shoot pour l'instant et sa qualité première, sa capacité à driver, sa finition près du cercle, c'est pas non plus extraordinaire. Non, ça viendra peut-être après. Mais Donc en il est fait, capable. tu draftes un joueur qui. En fait, Sam Presti, d'une draft à l'autre, est passé à changer complètement de C'est profil. vrai. Il a fait un 180 degrés. C'est Il vrai. s'est dit je draft des joueurs ultra athlétiques qui savent pas shooter, à je draft un joueur ultra frêle qui sait que shooter. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il avait promis à Porzingis de le drafter à l'époque avant qu'il se retire de la draft et qu'il s'y présente un an après. Donc c'est qu'il était C'est déjà ça. intéressé par ce profil. Donc c'est assez intéressant. On va prendre les questions sur Poku, parce qu'il y en a beaucoup, du coup, c'est assez vrai. Ah bah, Sur ouais. Pokumon, son surnom officiel, si vous n'avez pas vu. Sur Alors, Swaggy P. est-ce qu'il aura beaucoup de temps de jeu? Quel moment il sera dans le 5? Quel sera son rôle? Je pense que tant qu'il y a Al Horford, il sera en sortie de banc et je pense que c'est presque mieux pour lui. Après, ce serait peut-être bien qu'il ait 15-20 minutes au début. 15 le temps qu'il s'étoffe physiquement, 10-15. Et s'il arrive à s'adapter une vingtaine, mais il faut prendre le temps. Beasley cette année avait 18 minutes, c'est juste à titre comparatif, hein. Il y avait Gallo devant lui qui jouait pas énormément, mais Beasley avait 18 minutes si je me trompe pas. Donc, Est-ce qu'il passe devant Muscala dans la rotation? Ouais, je pense. Jusqu'à là, j'ai l'impression que c'est toujours la rustine. Quand il manque un gars qui est blessé au 5 en 5 ou en 4, on le fait jouer. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je suis d'accord. J'espère qu'il sera devant Muscala d'ailleurs. Je préfère qu'on fasse jouer lui qu'on l'essaie plutôt que Muscala. Ou alors c'est qu'il est pas prêt physiquement. Qu'il est en train de se goinfrer dans tous les fast-food de l'Oklahoma. Non, mais là, faut qu'il passe dans un 7-Eleven et qu'il achète tout. Là. Mais, Oui, voilà, c'est un peu ça. Ouais, peut-être pour son rôle, ce qu'on espère. C'est plus ça. Moi, j'aimerais bien le voir un peu en G-League au tout début de saison. Qu'il se fasse un peu l'écran en G-League avant de le balancer comme ça. C'est possible aussi de le voir, en G-League. Ah, il ressemble un peu à Mark Cannon. Oui, pourquoi pas. Markkanen est une version Wish de Porzingis. Donc, Oui, aussi. Aussi. On va parler de Malédon un peu plus tard. Gardez vos questions, vont arriver. Poku Sisimum, non, parce qu'il y aura des joueurs, je pense, en sortie de banc qui auront plus de temps de jeu que lui. Peut-être un Diallo, à voir qui reste dans l'effectif. Mais Diallo à la place de Dort, peut-être un. On sait pas parce qu'en fait, ça change tout le temps. Donc, on peut bah, pas en vous fait, dire. on va y revenir après, mais on va y revenir après en parlant du problème au poste de meneur. Mais Oui, aussi. si Marc Degnault, le fameux, se décide de lancer, de starter chez en 1, Ouais. Diallo il est quasiment titulaire en 3 ou en 2. Oui, si chez en 1, oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Après, je vois pas mal de trucs sur Naismith. Pas mal de gens aiment monter pour Naismith. Naismith, c'est un bon joueur, mais il n'a pas le plafond de pas mal de joueurs de cette draft. On sait à peu près que ça allait devenir potentiellement un free and D. Il a fait une énorme saison au tir. On sait que ça peut être un très bon shooter, mais son potentiel, en fait, il est là, quoi. Il n'est pas élite, je pense. Tu l'as scouté, je te laisse Naismith, donner ton avis. bah, Naismith, en fait, on en a déjà parlé dans le podcast la semaine dernière, mais Naismith part en 14, si je dis pas de bêtises, à Boston. Moi, pour le coup, Naismith, j'ai eu le temps de le scouter. Effectivement, son tir, il a fait une saison au tir extraordinaire, mais il faut resituer dans son contexte. Et pourtant, j'adore Aaron Naismith, hein, donc attention. Au lieu de jouer 30 matchs comme jouent la plupart des prospects universitaires, il en a joué 14. S'il avait joué 30 matchs, est-ce qu'il aurait tourné à 52% à 3 Pas points? sûr. Je pense pas. Naismith, moi je trouve que c'est un bon coup, donc ça va être difficile de le défendre, enfin de le critiquer, mais Naismith, effectivement, si tu regardes le plafond, est moins haut que celui de Poku. Après, si tu regardes le joueur à cet instant T, Il est meilleur. Peut-être qu'il est meilleur, préfère ça, Naismith. Oui. Bon, il est meilleur même. Après, les interrogations de Naismith sont un peu les mêmes que sur celles de Poku, c'est-à-dire les deux seront pas des monstres défensivement. Leur handle est correct mais sans plus. C'est juste que Naismith, ça, pour l'instant, est plus NBA ready que Poku. En plus, il y avait les rumeurs comme quoi Presti voulait monter pour Naismith, Mm. c'est pour ça que je pense que pas mal de gens en parlent, mais c'était peut-être aussi inaccessible avec ce qu'on voulait donner. Tu vois, et on avait peut-être un peu le même. Avec ce qu'on voulait donner, oui. Mais je pense que avec tous les, je l'avais dit dans l'article, mais avec tous les pics de draft qu'on a, si Presti voulait monter en 1, il aurait pu monter en 1. Ouais. Hmm. C'est juste qu'il voulait pas donner d'assets pour les autres années. Ouais. Une dernière question sur Poku, il y a encore débat poste 4 ou 5. Bon, soit
Poste 4, c'est un ailier en NBA maintenant. Mais de toute façon, les postes 4, postes 5, ça veut plus rien dire. Oui, c'est un intérieur, si vous voulez. C'est ça, quand vous... Et est-ce qu'il peut pas jouer 4 et protéger le cercle? En fait, tant qu'il y aura un pick and roll sur lui et qu'il fera du drop, ça sera indirectement un poste 5, j'ai envie de dire. Et après, souvent, ce 4 qu'on considère un peu de protecteur cercle, type Covington, Covington au Houston ou Draymond, en fait, c'est qu'ils sont en aide à l'opposé et qu'ils se délaissent complètement de leurs joueurs et qu'ils rentrent sous le cercle. C'est pas qu'ils jouent poste 5 ou autre, c'est qu'ils sont constamment en aide. En fait, c'est plus une façon de défendre, j'ai envie de dire, qu'un vrai poste de jeu. Si je peux me permettre. Après, beaucoup, là où ces 2m20 sont intéressants, c'est que si tu fais une défense de zone et que tu le mets en protecteur de cercle, au milieu, c'est terminé. Tu le poses vraiment devant la raquette et tu bouges pas. Mais c'est ce que fait Dallas avec Boban souvent. Hein. Bah oui. Donc oui, là-dessus, il est très intéressant. Il est assez intéressant. Après, on a des questions sur le 5 majeur, sur Dort. Je pense que Dort sera dans le 5, mais on attend trop de voir l'effectif. Ça, on aura l'occasion d'en reparler en preview de la saison notamment. Donc voilà, on va enchaîner parce qu'on va passer pas mal de temps sur Poku encore une fois. On va dire qu'on est des gros fans, c'est un peu le cas. Et du coup, dans cette draft, on a récupéré le choix 34, comme on l'a dit, dans le trade de Danny Green. Et la surprise, on a peut-être pour beaucoup d'insiders l'un des styles de la draft, Théo Malédon, qui arrive à OKC, notre français. Alors, plusieurs choses. Là, j'ai commencé par parler, après je te laisserai ton avis plus sur lui. Vas-y. Mais Malédon est descendu dans la draft pour plusieurs raisons. D'abord, il avait une très grosse cote il y a 2 ans, ou il y a 1 an, fin de l'année d'avant, parce qu'il avait fait des grosses saisons avec Lasvel, il avait été MVP de la finale au Coupe de Championnat de France, il y avait plusieurs choses comme ça, très grosse cote. Le problème après, c'est qu'il est appelé en équipe de France, il ne fait pas la prépa avec Lasvel. Lasvel a une armada au poste de meneur, il y a 4 meneurs. Le coach ne lui donne pas forcément confiance, ne le fait pas énormément jouer, le sanctionne beaucoup dès qu'il fait une erreur. Et en fait, petit à petit, il avait de moins en moins de confiance, de moins en moins d'impact. Ça a baissé sa cote. Sa cote a baissé parce qu'il jouait de moins en moins. Et je pense que ça a fait peur à certains scouts qui ne l'ont pas vu énormément évoluer. Et donc, il est largement baissé dans la draft. Et il est encore baissé même le jour même, puisqu'on l'attendait peut-être entre 20 et 30, on va dire. Oui. Moi, quand j'ai écrit l'article, c'était marqué 20-30. Pessimiste. Et il est en y avait 34. beaucoup de gens qui le donnaient à 23 Utah dans le mock. Ouais, donc vraie chute dans la draft. Donc ça sera intéressant de voir quelle mentalité il a en arrivant. Je pense qu'il va être revanchard. Je pense qu'il sera plus ou moins prêt parce que c'est un joueur qui a connu le haut niveau, qui a une grosse expérience, que ce soit en Europe, en Euroleague, Eurocoupe, qui a fait un peu d'équipe de France, bon pas longtemps, mais un petit peu. Là, lui, il est prêt à jouer à haut niveau. Après, physiquement, est-ce que dans la gestion, ça, je vais te laisser le dire. Mais déjà, lui, c'est contrairement à Poku, il a pu être observé, il a pu être analysé. Et il a eu une blessure aussi, oui, j'ai oublié de le dire, c'était un élément. Ouais. Il était blessé, il a eu du mal à revenir, il a loupé la prépa avec Lasvel. C'était un assemblage de choses qui étaient négatives pour lui. Le premier truc, c'est... Je sais plus qui c'est qui a relayé l'info, mais je crois il y a 2 ans, il a été MVP de je ne sais plus quoi, devant Kylianez et Sekou Doumbouya, si je ne dis pas de bêtises. Moi, le premier point qui me plaît chez Théo Malédon, c'est que tu lis n'importe quel reportage sur Malédon, n'importe quel insider va te dire c'est un énorme bosseur. Il aura vraiment, il taffe de fou et c'est un joueur qui est très intelligent apparemment. Vraiment d'avoir été pris sous son aile par Tony Parker, et ça aussi il faut pas oublier pourquoi Malédon est pris par OKC, c'est parce qu'il a été formé par Tony Parker. Et pour ceux qui... Enfin, il a été formé, en tout cas, il a été suivi de très près par Tony Parker. Pour regarder même dans le jeu, il y a des flashs où c'est Tony Parker, genre ses flotteurs, ça ressemble beaucoup à du Tony Parker. Et Sam Presti, Sam Presti, avant d'arriver au OKC, a été scout, a passé beaucoup de temps en Europe à scouter des joueurs. C'est lui qui a dit au management des Spurs, qui a poussé pour que les Spurs draftent Tony Parker. Donc... il y a tout un historique qui fait que, je pense que Sam Presti, quand il a vu que Malédon était encore disponible en 34, il n'a pas hésité. Après, sur le joueur, plus en détail, c'est un joueur, au-delà du fait qu'il soit français, je trouve que de l'avoir en 34, c'est une très bonne chose. 19 ans, a déjà connu le haut niveau, le très haut niveau, que ce soit avec Lasvel ou avec l'équipe de France. Ça fait 2-3 ans qu'il joue en pro quasiment. Meneur qui peut un peu tout faire sur le terrain, qui sera jamais élite dans aucun domaine, mais je pense qu'il est très complet. Son tir est intéressant, sa création est intéressante. Si je dois dégager un truc où il peut être élite, je pense c'est sur gestion de pick and roll création.
C'est peut-être le truc qui se dégage de lui en tant que gestionnaire. C'est peut-être ça que je dirais. Oui. Après, Mais c'est pas élite, ça sera pas Chris Paul. Non. Non, non, ce sera un joueur fonctionnel dans une attaque. Ouais. Voilà. Il y a juste un petit point sur lequel il va devoir progresser. Je pense que c'est sa défense individuelle où il va falloir faire du taf. Et essayer, si c'est vraiment possible, de gagner un peu de vitesse. Parce que s'il n'est pas capable de lâcher son vis-à-vis avec son premier pas, il va avoir énormément de mal à se créer des opportunités. C'est ce qu'il a fait baisser dans certaines mocks aussi au début, avant même la chute dans la draft, c'est qu'il manquait un peu d'explosivité, au contraire de Hayes, qui est justement à l'inverse de ça. Peut-être moins gestionnaire, mais capable de se créer des choses, et qui a été très bien mise en valeur en Allemagne. Après, il y a Vas-y. juste le tout dernier point, je finis très vite. Le point qui me plaît le plus, vraiment, c'est sa mécanique de shoot. Je trouve qu'elle est très très bien et que la transition entre l'Europe et la NBA sur le tir, je pense qu'il n'aura aucun problème à la faire. Pour finir sur lui, peut-être son fit, je vais en parler un petit peu, c'est très intéressant, c'est un meneur d'assez grande taille, assez long, un peu un physique à la Shai en fait, hein, vraiment. Clairement. Ouais. Mais gestionnaire, capable de créer plutôt pour les autres au début, je pense, ce sera surtout ça, qui est capable de jouer off-ball, qui a un tir à l'aise off-ball à 3 points ou sur ces choses-là, donc là-dessus ça sera intéressant, il n'a pas besoin d'avoir tout le temps la balle en main, même s'il pourra jouer des pick and roll et tout. Plutôt long, donc défensivement, comme tu as dit, il y a des progrès à faire, mais il a un bon potentiel pour moi. Non, c'est un bon choix. Après, à voir ce qu'il donne en 34, je pense que le Thunder lui fait confiance. Je pense qu'il aura du temps de jeu. Son rôle, ça sera quoi alors? C'est juste ça. Pour l'instant, jusqu'à ce qu'il y ait George Hill qui arrive, il allait être titulaire. On n'est pas à l'abri d'une signature d'un guard, on n'est pas à l'abri d'autres trades, on n'est pas à l'abri de choses. Nous, on est d'avis tous les deux, je pense, pour qu'il ait 15-20 minutes au début, qui s'adapte à l'NBA, peut-être qu'il gère le banc, ça peut être quelque chose d'intéressant pour lui, que ce soit lui qui a la balle en main avec le banc et peut-être avec certains titulaires, voilà, qu'il ne soit pas directement dans le 5 majeur, où il sera peut-être moins de responsabilité, moins présent, lui laisser un peu de champ libre, pas trop de minutes, parce que ça pourrait être négatif par contre au début, il pourrait faire beaucoup d'erreurs, et c'est pas un meneur à la Trae Young qu'on peut laisser dire vas-y shoot, fais n'importe quoi, de toute façon ça va, au bout d'un moment ça va marcher, c'est pas ce type de joueur là. 15 minutes, c'est peut-être un poil bas quand même. Ouais, 18 ouais, 20. 20 Entre 20 et 22, moi je lui donnerais. Après, le problème, c'est que l'effectif change tellement tout le temps que c'est impossible de savoir. Ouais, il y a 24 heures, on se disait, il va être starter au poste 1. Et pour le coup, je pense que vraiment, on va en parler en off, mais on va y revenir après quand on va évoquer les autres trades. Mais mettre Malédon en starter au poste 1, c'est vraiment pas lui faire un cadeau. Je pense que même s'il a déjà connu le haut niveau, mettre starter dans une équipe en reconstruction alors que tu as 19 ans, bon, faut peut-être le protéger un petit peu. Et que c'est pas un top choix, c'est pas la Melo Non, c'est pas un top choix, c'est pas la franchise, c'est pas ça. Voilà, c'est à second tour. Donc je préfère le garder. Après, lui pour le coup, je pense qu'il jouera tout le temps avec l'équipe. Je pense pas qu'il fera de la G-League. Non. Surtout vu les manques qu'il y a au poste de guard. Après, à voir comment il va se développer. Moi, pour le coup, je suis plutôt confiant parce que vraiment, grosse éthique de travail. Le fit avec Shea me paraît plutôt intéressant, même si les deux joueurs ont des similarités. Je pense que Malédon est beaucoup plus créateur que ce que Shea est en train de devenir. Ouais, c'est surtout ça, ouais. Voilà, le fit me plaît bien. Après, à voir. Vraiment, je préfère attendre et pas trop m'avancer sur le joueur parce que même s'il est plutôt excitant, on va voir ce qu'il va donner sur le terrain. On n'est pas à l'abri, on ne sait pas ce qui peut se passer, ça peut être une très bonne surprise, ça peut un peu moins mal se passer, voilà, et encore une fois, lui aussi est très jeune, ça va être du long terme, Je vois un très bon match de Cunningham, mais Cunningham il peut jouer tout. Cunningham, non, c'est un poste 3. Il peut jouer 1, 2, 3, en fait c'est un 3 qui peut jouer balle en bas, enfin c'est un poste 3. On aura le temps d'en reparler dès la draft 2021, mais il y a des sacrés spécimens, c'est pour ça aussi que ça a du sens. Ah bah le top 3 là. Le top 3. Cunningham, Boston et j'ai oublié le dernier, et Jalen Green. Qui va jouer en G-League. Regardez ce qui va se faire. Vraiment, ça vaut le coup d'être dans le top 3. En plus, vous inquiétez pas, Kate Cunningham il joue au Oklahoma State, donc oui, vraiment. Il a juste à changer, il prend sa valise, il traverse la rue. Il prend une station de métro, voilà. C'est vraiment, il fait 10 km à pied, il arrive à la Chesapeake. Donc, ouais. Et en 2022, c'est la même chose, il y a des sacrés spécimens aussi. 2022, c'est peut-être la draft des Money Bays, donc.
Mais on s'égare un petit peu. Donc voilà un peu pour Théo Malédon. On aura tous ces joueurs-là. Je pense qu'une fois que l'effectif sera stable, si on a le temps avant le début de la saison, on fera peut-être des petits articles scouting que vous pourrez retrouver sur notre site. On l'avait déjà un peu fait à l'arrivée de la draft, mais on refera un truc plus dense, avec peut-être aussi sur Ty Jerome, sur ce qu'on a obtenu de Phoenix ou certains joueurs. Voilà, donc on vous invitera à lire ça sans problème. Ensuite, on est au pick 34. Alors là, truc un peu plus sombre, les trades du second tour. Alors, on est monté dans le second tour. On a envoyé notre pick 53 plus un second tour de 2024 contre le 37 qui devient vite Krejci, je crois qu'on dit comme ça. Et Admiral Schofield, Krejci, ouais. Et Admiral Schofield de Washington. C'est un petit reach pour Krejci. C'est un joueur qui joue en Espagne très jeune, mais qui est blessé au genou, qui a un gros potentiel. Mais voilà, il y a cette problématique physique. Il s'est fait les croisés. Oui, il s'est fait les croisés. Mais comme je t'ai dit, c'est pas la pire blessure maintenant. C'est moins la pire blessure maintenant. Non, mais les croisés, quand même, quand tu débutes ta carrière NBA, c'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est pas idéal. C'est un joueur qui risque peut-être d'être staché, à voir s'il vient ou pas pour sa rééducation. Voilà, on a peu d'infos sur lui. Lui aussi, peu d'occasions de le voir jouer. On va être honnête, on regarde pas la Liga ACB toutes les semaines. Hein. On n'a pas eu trop le temps depuis non plus. Donc c'est une petite énigme, mais c'est un petit reach à cet endroit-là. Et ensuite, Admiral Schofield, lui c'est intéressant. Sophomore, très gros cursus universitaire. Il avait fait en entier 4 ans. Il était dominant à la fin de son cursus universitaire. C'était un gros joueur. C'est un monstre athlétique au poste 3-4. C'est un genre de football américain. Voilà. Il a développé un petit tir. En G-League l'année dernière, il mettait plus d'une quinzaine de points. Il avait des bons pourcentages. Il dominait. Il n'a pas eu sa chance avec Washington. Voilà, c'est un joueur qui aura peut-être du temps de jeu à voir ce qu'il donne, quoi. C'est un pari. À voir. De toute façon, qui perce, non mais qui perce ou qui perce pas, ça change pas. Voilà, qui sera sûrement en backup de Bazley selon qui y a dans l'effectif. Hein. C'est pas un joueur on a d'énormes espoirs, mais ça peut être une bonne surprise en fait. Et ça peut être un joueur qui va faire des gros highlights par contre, ça peut être cool. Oui, voilà, bonjour là. De toute façon, Hamidou Diallo, Jalen Lecque, Admiral Schofield, préparez-vous au top 10 tous les soirs, parce qu'en termes de Thomas, on va y aller. Oui, ça va être assez spectaculaire, on va rester sur ce qu'on connaît. Ça va être là-dessus, on perdra peut-être de 20 points, mais ça va être spectaculaire. Ah oui, là, oui. Clairement. Non, ce trade, on va le passer vite, mais pas grand-chose à dire. C'est des seconds tours qui s'échangent, un second tour 2024. Il n'y a pas vraiment à commenter. À voir, ça peut être juste une bonne surprise. On avait peut-être besoin de joueurs à ce moment-là, et voilà ce qu'on va chercher. Là, on va aborder... Non, pas encore. J'allais dire on va aborder The Trade, mais non, parce qu'on va parler de Vincent Poirier, qui juste après la draft... Alors, Vas-y. Non, juste rappeler, parce que si ça se trouve, dans un an, on se dira, on est con, on l'a pas mentionné, OKC a signé Josh Hall en non drafté, qui est, selon plein d'insiders, était l'un des meilleurs joueurs non draftés qui était encore présent. Ouais. Joueur à Lou Dort. Pour le coup, pourquoi pas, parce que il était très bien placé, enfin, ou en tout cas dans les listes des jeunes prospects, il était bien placé à voir. Parce que visiblement le joueur peut être vraiment très intéressant et capable de se développer. C'est un ailier assez longiligne, un peu à la physique à la Ingram ou Durant, j'ai envie de dire, un peu plus petit, moins talentueux bien sûr, qui n'est pas passé par la case fac. Il était encore en high school, il avait encore l'âge, en fait, il avait l'âge pour se présenter à la draft, donc il n'est pas allé à la fac. Donc lui aussi une petite énigme, il est entouré, on lui espère un destin à la Lou Dort, c'est un peu ça. Lui aussi on essaiera de le scouter, mais ça va être compliqué de trouver des images high school. C'est chaud. Ça va être compliqué, donc ça sera à suivre. Peut-être que lui il y aura de la G-League aussi pas mal, donc s'il y en a qui regardent la G-League, il y aura peut-être pas mal de jeunes joueurs qu'on a eu là qui y seront pendant peut-être un petit moment, donc ce sera intéressant à voir. Merci Constant d'avoir rappelé Josh Hall, j'avais oublié dans les fiches. Du coup on arrive au moment où il y avait Vincent Poirier qui est arrivé à OKC contre un second tour, mais on a aussi eu du cash dans l'affaire. Et puis le second tour il est protégé top 55. Donc... Oui, enfin voilà, c'est un truc très peu de valeur en fait. First Team, le média français, l'a annoncé hier en partance pour les Sixers. Il n'y a pas eu d'officialisation par les médias américains, pas par la franchise d'OKC, donc peu d'infos là-dessus. Honnêtement, Poirier, il aura très peu de temps de jeu vu comment c'est fourni à l'intérieur. C'est pas le joueur avec la plus grande valeur, il a déjà 27 ans. Alors j'ai tout le respect que j'ai pour lui, il a été très bon avec l'équipe de France notamment. C'est pas sur lui qu'on va baser une reconstruction et c'est pas lui qui va changer la saison prochaine, quoi. Surtout s'il est pas là. Oui, surtout s'il est pas là. Mais son trade non plus, s'il sa perte, ça va pas changer grand chose.
Non, non, vraiment, tu le récupères contre rien. Enfin, tu le récupères en échange rien, c'est juste du Oui. cash. Il va être dans le trade probablement d'Alorford en petit asset supplémentaire. Et puis voilà. Quand il sera validé, puisqu'on est dans l'attente de sa validation dans encore quelques jours même, parce 9 qu'il y avait décembre. 30 jours d'attente. Voilà. Ça, on l'avait mentionné sur le site. Normalement, il devrait se faire, hein, pas de problème à ce niveau-là. Mais Oui. d'ailleurs, c'était une question qu'on avait souvent et que j'ai pas forcément la réponse. Est-ce que Horford et Malédon pourront s'entraîner avec OKC? Je sais pas comment ça se passe dans ces cas-là. T'as pas le droit normalement. Oui, Tant normalement, que t'as trade pas le est droit parce que t'as pas de officialisé, compte. t'as pas le droit. C'est assez spécial. C'est spécial. On essaiera d'avoir des infos, on vous partagera ça, mais voilà. Et là, on arrive à ce fameux trade. Ah oui, parce que si le trade de Danny Green a été retardé de Alors 30 là- jours, c'est parce que, en fait, c'est tout est lié à partir de ce moment-là. Tout est lié, c'est une matrix. Si le trade de Danny Green va attendre autant de temps, c'est parce que OKC voulait garder. Je te pique ton job, Vas-y, là, donc vas-y, vas-y, fais. vas-y. Non, c'est parce que OKC voulait garder les bird rights de Danilo Gallinari en cas d'un éventuel signing trade. Oui. Et pour ça, il fallait bouger du salaire. Et du coup, qu'est-ce qu'a fait Sam Presti? Il a bougé appelé Kelly Bob Oubre. Myers et il a fait: qu'est-ce que tu me proposes contre Kelly Oubre? Alors, du coup, Kelly Oubre envoyé aux Warriors contre le premier tour des Warriors 2021, protéger un 20. C'est ça qui est important dans ce choix-là. Donc du coup, en gros, pour réexpliquer, on le dit juste cette fois-là, mais si les Warriors ne sont pas dans le top 10 de la NBA, le premier tour devient 2 seconds tours, ce qui a beaucoup moins de valeur. Pourquoi ça? Alors, on va essayer de trouver déjà des raisons. Je vais faire un peu l'avocat du diable. Kelly Oubre aussi, je l'aime très fort, vraiment, c'est un joueur que j'adore, et j'aurais adoré le voir sous le maillot d'OKC. La problématique, c'est qu'on ne sait pas si lui veut jouer. La deuxième, c'est que Presti, dès le début, ne voulait pas forcément dans le trade de Chris Paul. C'était pas l'asset qu'il voulait vraiment. Principalement, à mon avis, parce qu'il sait qu'Oubre voudra partir rapidement ou voudra quitter le Thunder à la fin de la saison pour signer un gros contrat ailleurs, dans une bonne situation, dans une équipe pas forcément en reconstruction. La Free Agency 2021, ça va être comme la draft, ça va être un sacré délire. Donc lui, il sera un acteur de ça, et il y a eu très peu de chances de le voir rester à OKC. Il est un peu plus vieux que notre base de jeunes, même bien qu'il soit jeune, il est un peu plus vieux, il n'est pas dans son contrat rookie. Voilà les raisons que je pense Oubre n'était pas forcément vraiment désirable à OKC, contrairement à tous les fans. Alors, les fans vous le voulaient absolument. Ensuite, par rapport à sa valeur, il y a déjà ce problème qu'OKC, tout le monde le savait, voulait reconstruire, et je pense qu'à fur et à mesure, tes joueurs, ils ont diminué de valeur parce que tu sais qu'ils vont les avoir juste contre des pics. Tu sais que si tu envoies un pic, OKC va dire ok, vas-y, c'est bon. Donc forcément, ça perd de la valeur. Ensuite, je suis d'accord avec ce que j'ai pu voir, c'est assez peu. C'est peut-être assez peu pour ce joueur-là, mais il a un contrat assez élevé, il n'y avait peut-être pas tant d'offres que ça, mais il a qu'un an de contrat, donc potentiellement les Warriors l'ont plus l'année prochaine. Et il y a cette histoire aussi de trade exception qu'on a récupéré à sa place, qui nous permettra d'absorber des contrats assez élevés, et ça, je pense que ça a de la valeur pour Presti. Voilà un peu comment je peux me faire l'avocat du diable. Après, je suis d'accord avec tout le monde, c'est assez très peu payé pour Oubre, mais c'était peut-être à faire au mieux de le perdre pour rien, encore une fois. Alors, il y a plusieurs choses. Le premier truc qu'il faut dire et qui fait que la contrepartie est basse, tu l'as mentionné vite fait, c'est que la draft 2021 est annoncée comme l'une des meilleures pour l'instant depuis 20 ans limite. Donc les équipes, que ce soit les Warriors, même les Warriors hein, qui sont dans une optique de contender, elles se disent la draft 2021 va être all-time. J'ai peut-être pas envie de lâcher un pick pour cette draft-là. Ce qui fait que le pick est protégé 1-20 parce que les équipes récupérer un pick de la draft 2021 est peut-être plus difficile que récupérer un pick de la draft 2023. Ouais, complètement. Le problème, c'est que la trade exception de Kelly Oubre, du coup, OKC se retrouve avec une trade exception de 14 millions, qui est le contrat de Kelly Oubre. On a plein de trade exception. Hein. On a celle de Paul George, on a celle de Jeremy Grant, celle de Chris Paul aussi qui a été créée, celle de Kelly Oubre. Bref, on a plein de trade exception. Sauf que si tu veux utiliser une trade exception, faut être au-dessus du salary cap. Ce que OKC n'est pas du tout en train de faire. OKC est en train de dégraisser. Du coup, ta trade exception, je suis pas convaincu qu'elle serve à quelque chose. Et je suis d'accord avec toi sur le fait que Kelly Oubre n'allait probablement pas rester ou alors allait demander des gros sous. Et quand tu es dans un processus de reconstruction, avoir un joueur qui te coûte une vingtaine de millions sur 4 ans, c'est peut-être pas ce dont tu as besoin. Et qu'on doit payer Shea.
et que Shea, dès l'été prochain, va être éligible à une extension. Après, le problème, c'est que j'ai l'impression que ce trade de Kelly Oubre a été fait dans une optique de garder les bird rights pour Gallo. Et je me dis que, sans spoiler, on sait ce qui est arrivé avec Gallinari. Kelly Oubre, t'aurais peut-être eu intérêt de le faire jouer, Un petit peu, ouais. de le trader à la deadline. Hmm. Et pour le coup, t'aurais peut-être pu récupérer une contrepartie plus intéressante que ce que t'as récupéré là. Encore une fois, je suis d'accord avec toi. Après, on n'est jamais dans le bureau de Sam Presti, on sait jamais les offres qu'il y a, on sait jamais comment lui voit les choses. C'est d'ailleurs, ça m'énerve un petit peu sur Twitter actuellement, c'est d'ailleurs ces genres de choses, vous avez pu le voir, je pense, sur le compte. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Peut-être qu'il aurait gagné de la valeur, peut-être que. Voilà, c'est peut-être juste du salary dump où on voulait plus ce salaire-là, on voulait vraiment être sûr de passer sous la taxe ou toutes ces choses-là. C'est dur à expliquer. Ou alors Kelly Oubre, dès le début, il a dit moi je veux pas jouer. Ça se trouve, on le sait pas, mais il a eu Sam Presti au téléphone, il a dit moi je veux plus être à OKC au 1er décembre. Je pense pas que ce soit dans son intérêt de dire ça. Oui, je suis d'accord avec toi. Parce que quand t'arrives en fin de contrat, t'as plutôt intérêt justement. Ouais. Je pense que Kelly Oubre, il se disait pendant 6 mois, je vais avoir carte blanche, je vais pouvoir faire ce que je veux à OKC, je vais avoir un gros salaire. Que là, aux Warriors, il va se retrouver dans une situation où, il va se retrouver dans une équipe qui va certainement aller dans le playoff, qui sera peut-être même dans le top 5 de l'Ouest, hein, parce qu'on parle du pic protégé 1-20, quand tu vois que Denver est en train de se casser la figure, enfin en tout cas que Denver a des grosses pertes, parce que Jeremy Grant, c'est une grosse perte, mine de rien. Quand tu vois que les Clippers re-signent personne et qui perdent Montrezl aussi, tu te dis, bon... Et les Rockets, bien sûr, comme on a dit. Que tu vois que les Rockets se cassent la figure, voilà. Pour revenir sur cette protection, on va peut-être finir là-dessus. Bon, déjà, les Warriors, non, on n'allait pas envoyer le pic de Minnesota parce que celui-là, il a une valeur énorme. Il va être top 15 minimum. Donc, ça dépend. Non, ouais, oui. Ça dépend. Ça dépend de la saison de Minnesota, mais il a peut-être plus de valeur que je pense que leur. Ah, que ça celui des Warriors. Ça se défend. Si. Ouais. Bah, en fait, le problème, c'est que pour les Warriors, c'est la blessure de Klay Thompson. Ouais, c'est ça. Ça a un peu changé, je pense, leur plan et les choses comme ça. Ça change tout, parce que tu rajoutes Klay dans cet effectif-là, pour le coup, ça a vraiment de la gueule. Après, ne pas sous-estimer les Warriors pour l'instant non plus, comme tu as pu un peu le dire. Il y a Stephen Curry qui est un top 10 NBA très large. Draymond Green qui s'est reposé un an, on peut avoir des doutes sur ses capacités physiques, mais voilà. T'as Wiseman, il y a Wiseman, t'as Bachal. T'as quand même Wiggins qui est loin. Enfin, je sais c'est vrai, il y a Wiggins. Putain. Je sais que personne l'aime, je sais, mais honnêtement, Wiggins actuellement, on le met au Thunder, il est titulaire, il joue 35 minutes et il met 20 points. Non, il en met 40 parce que lui, il joue chez The Peak. C'est vrai. Non, mais s'il est loin d'être négatif, ça fait des ailiers. C'est son contrat le problème. Ouais, c'est son contrat le problème. Honnêtement, il a un contrat à 15 millions l'année, tout le monde dit que c'est un bon joueur. Et voilà. Ouais. Ils ont un effectif assez complet, ils ont des jeunes qu'ils ont développés, alors leur banc est un peu faible, mais ils les ont développés toute l'année dernière. Il y a du Looney, il y a Wiseman, il y a Pascal, comme tu l'as dit, il y a des joueurs. Il y a Nico Mannion qui a une bonne pioche aussi à la draft. Oui, parce que vu dans le rôle qu'il aura, il sera assez intéressant. Donc ne pas non plus sous-estimer les Warriors, c'est pas exclu qu'il soit ce choix à OKC. Ça serait bien, mais c'est pas exclu. Franchement, les Warriors top 5 de l'Ouest, moi je trouve pas ça déconnant. Ouais. Donc voilà. Attends, j'ai un bug là sur la protection. Il est protégé. Il est protégé à 20. Oui, donc si les Warriors ont le pic, il faut que les Warriors soient nuls, enfin forts. Oui, c'est ça, il faut que ce soit fou là. Oui, ouais, j'ai un bug, c'est la fatigue. C'est la fatigue des. Oui. Faut que le pic soit entre 20 et 30. Entre 21 et 30 même. Oui, c'est 20 ils restent chez eux. Et désolé pour mon petit bug, c'est les trop de pics de draft, tu le piques. Même nous on est fatigués au bout d'un moment. Ouais, donc voilà, merci Constant de m'avoir repris. Voilà un peu sur ce trade là qui a beaucoup fait jaser, qui a beaucoup déprimé les fans. On arrive maintenant après la draft, celui-là c'était la journée d'hier, donc on vous invite d'ailleurs à lire notre nouvelle rubrique, les Daily Thunder Recap. On résume tout ça et les deux premiers sont très denses, sont très denses. On vous invite à lire ça. On arrive au trade de James Johnson, on va faire dans ce ordre-là, qui du coup, à peine arrivé, a été inclus dans un trade à 3. Il va aller à Dallas et nous on récupère Trevor Ariza, Justin Jackson et des draft considerations, donc sûrement un second tour dans le futur. On l'a valorisé quand même, James Johnson, moi j'ai l'impression. Oui, tu l'as valorisé, tu récupères... tu récupères Trevor Ariza qui est un joueur qui va potentiellement séduire des franchises contenders, même si je sais absolument plus à combien est le salaire de Trevor Ariza, mais c'est pas grave.
et tu récupères Justin Jackson, qui est un ailier qui a 25 ans, qui a pas forcément beaucoup de potentiel, mais qui reste quand même relativement jeune, qui a montré deux trois choses intéressantes à Dallas. Après, bon, tu vires le salaire de James Johnson, tu vires aussi un spot à l'intérieur parce que James Johnson c'est plutôt un poste 4 qu'un poste 3. Trevor Ariza va probablement repartir aussi sec qu'il est arrivé. Justin Jackson lui va peut-être rester, tu récupères un second tour. Bon, ça va. Ça va. Au final, tu te dis que le trade du 17 contre Poku, c'est vraiment. T'as Poku, Trevor Ariza, Justin Jackson, un second tour, à voir ce que deviendra Ariza. Tu peux te retrouver dans une situation où ça va. Où ça va, où tu as eu pas mal de choix de draft, encore une fois, hein, mais en échange de pas grand-chose. Hein. Parce que Johnson, il n'aurait pas donné grand-chose, un an de contrat, comme tu as dit, assez cher. Ça aurait été un backup de Beasley. Bon, il aura appris à se battre, mais... Pour le coup, on aurait gagné toutes les bagarres. On n'aurait pas gagné de match, mais vraiment les bagarres... Steven Adams, si tu gagnes Johnson, c'est pas mal. Comme Steven Adams, il se bat pas, lui, il retient les gens, c'est tout. Alors après, en termes de salaire, où on est du salary cap et tout, on est incapable, je pense, de vous dire, parce qu'il y a tellement de mouvements, On n'a aucune marge. Par contre, ça c'est sûr. L'a tweeté, on n'a aucune marge salariale, ce qui fait que on ne peut pas signer de free agent. Parce que je crois que si tu prends en compte tous les trades, OKC passe sur... OKC, il y a de la mid-level exception, il y a de la biannual exception aussi. Donc vraiment, c'est un bordel complet, mais pour ceux qui sont pas aussi spécialistes du salary cap, retenez juste un truc, on n'a pas de cap. Voilà. Et on risque de passer juste en dessous pour pas payer la taxe, ce qui serait incroyable de payer la taxe avec l'équipe qu'on a. Mais... non, on n'a pas vraiment de marge. Hein. Vous attendez pas à avoir des signatures de 40 millions sur 2 ans. Hein. De toute façon, il n'y a plus de... Et d'ailleurs, il y a très peu de meneurs. Hein. Ceux qui attendent un guard ou un meneur à la free agency, on va en parler après. Il y en a très très peu qui restent. Vraiment. Non, parce que Fred VanVleet vient de signer à Toronto. Donc, Ouais. Donc, il reste Harry Giles, s'il vous plaît. Bon, on n'a même plus les sous pour Harry Giles. Ensuite, je vois qu'il y a un débat sur on est en dessous de la taxe et tout. Ça, l'estimation, moi, je l'ai pas. Si, on est en dessous de la taxe, mais on est dans le palier, on est au-dessus du salary cap et en dessous de la taxe. Voilà. Je sais pas si c'était l'interrogation, mais voilà. Et non, on n'aura pas les sous pour prendre Harry Giles. Je vois déjà, on sait on veut prendre Harry Giles, mais on n'aura pas les sous pour. Non, parce que le temps que les trades soient officiels, de toute façon, la free agency sera passée. Donc... Ah oui, je comprends. En fait, la taxe, okay. Pour l'instant, on a des sous, mais le problème, c'est que si tu signes un free agent, au moment où il faudra officialiser les trades, ce sera plus possible parce que du coup, il y aura des problèmes de salaire. Donc on est un peu bloqué actuellement. Oui. Ensuite, on arrive au dernier trade effectué, celui un peu crève-cœur de Steven Adams. Donc Steven Adams est inclus dans le méga deal de Jrue Holiday au Bucks. C'est un truc à 4 équipes, il y a des choix dans tous les sens, des joueurs dans tous les sens. Concrètement pour OKC, qu'est-ce qui s'est passé? Adams est parti au Pélican contre premier tour 2023 de Denver. De Denver, c'est bien ça. Deux second tours 2023-2024, ça je crois que c'est d'autres équipes, c'est Minnesota et Brooklyn si je ne me trompe pas, quelque chose comme ça. Mais alors bon, on y apporte peu de valeur. C'est des seconds tours. C'est des seconds tours. Ensuite, on a appris tout à l'heure, George Hill et Darius Miller sont aussi du trade. Voilà. Donc avec George Hill et Trevor Ariza, on a deux vétérans pour l'instant. Bon, Ariza risque de partir. George Hill, on va en débattre là, je pense, tout de suite. Et comme il a été mentionné ensuite par John Hollinger, c'est toi qui l'as signalé, les Pelicans seront peut-être obligés d'envoyer un autre joueur dans le deal. Est-ce que ça sera récupéré par nous ou pas? On ne sait pas. Mais ça risque d'être du Nicolo Melli ou du Nickel Alexander Walker, le cousin. On vous avoue, un des deux serait très bien, mais Alexander Walker, c'est très 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 bien si on récupère. En fait, juste pour expliquer pour ceux qui ne comprennent pas, ou pour ceux qui ne suivent pas aussi, parce que ça arrive qu'il y ait des gens qui ne suivent pas autant que nous, Steven Adams a un salaire de 27 millions, et dans son salaire, il y a une clause de trade kicker. Le trade kicker, c'est quoi? C'est si vous êtes transféré, vous avez 15% de votre salaire qui est augmenté. En gros, votre salaire est augmenté de 15%.
C'était le cas par exemple avec Russell Westbrook l'année dernière quand il a été tradé aux Rockets. Pour que le salaire pour que les salaires matchent, il faut que les joueurs refusent leur trade kicker. Donc demander aux joueurs de s'asseoir sur 2,5 millions pour le cas de Steven Adams, ou peut-être même 3 millions, je suis pas sûr qu'ils soient totalement d'accord. Ce qui fait que selon John Hugger, qui est le spécialiste du salary cap, il manque 3 millions. Les Pélicans doivent envoyer 3 millions, que ce soit à nous, je pense que ce sera à nous de toute manière. Les Pélicans doivent envoyer 3 millions de salaire. Ce qui fait que il y a deux options possibles, comme l'a rapporté John Hugger, c'est soit Nicolo Melli, soit Nickeil Alexander-Walker. Le choix est vite fait. D'un côté, vous avez un poste 5 qui a 28 ans, de l'autre côté, vous avez le cousin de Shea qui a été drafté 16e l'année dernière, 17e, enfin qui a été drafté dans le top 20 l'année dernière, qui est un arrière qui peut se développer. Et du coup, si tu te retrouves dans une situation où, en plus de Steven Adams, tu récupères, enfin, contre Steven Adams, tu récupères un first round, ce qui, je pense, comme toi, comme pour moi, comme pour tous les fans d'OKC, était plutôt inespéré. Tu récupères un first round, George Hill et Nickeil Alexander-Walker. Pour le coup, on peut critiquer le trade de Kelly Oubre comme on veut. Celui-ci, il est vraiment, vraiment très bien. Et même si on récupère pas le cousin. Oui, ouais, ce que j'allais dire. Déjà pour moi, alors Adams, il n'a pas une valeur folle, hein. Et d'ailleurs, tous les fans là qui pleurent un peu son départ, c'était les premiers, je pense, à le critiquer en playoff la fin de l'année dernière. Donc honnêtement, c'est un bon joueur. Il était peut-être un peu surpayé, mais c'était un bon joueur NBA, mais sa valeur du coup n'était pas forcément très élevée. Du coup, le fait qu'on récupère tout ça, qu'on récupère des choix de draft, qu'on récupère George Hill, un potentiel vétéran. Pour le coup, George Hill, c'est presque le profil parfait s'il reste à OKC pour développer les joueurs sans prendre trop de temps de jeu, sans prendre trop de responsabilités. Il est vraiment bien dans cette optique-là. T'as pas récupéré le contrat d'Eric Bledsoe en plus. Oui, voilà, ce qui aurait pu être un peu plus chiant, donc c'est vraiment positif dans cette optique-là. Et d'ailleurs, George Hill, je vois même dans le chat là, il serait vraiment très bien là-dedans. Il peut jouer en spot-up, il est vraiment très bien. Et si en plus il y a un premier tour de l'année dernière, un bon rookie, parce que même Melli c'est un très bon rookie, on a beaucoup parlé du cousin, mais Melli c'est un très bon rookie. Les vieux Melli. Plus Darius Miller, comme le dit Morgan, ça commence à être vraiment pas mal pour Adams. Hein, vraiment, on voit qu'en fait on s'est faufilé dans ce trade pour essayer de récupérer des choses et que c'est plutôt cool ce qu'on a eu en contrepartie. Hein. Celui-là, honnêtement, il est vraiment gagnant. Hein. Celui-là, ça va. Après. Sachant qu'Adams était en fin de contrat, allait sûrement partir après, on l'aurait pas payé, qu'on avait pas mal de pivots Horford, plus beaucoup déjà à développer. Voilà, il y avait pas mal d'incertitudes dans cette optique-là. Oui, je suis d'accord. Après, récupérer un first round plus Darius Miller. Darius Miller, pour le coup, on l'a récupéré juste pour équilibrer les salaires, parce que c'est un bon joueur, mais c'est quand même fait le tendon d'Achille l'année d'avant. Oui, à voir comment s'il peut revenir en forme, mais ça peut être un role player, voilà. Mais quand il jouait, il était bon. À droit à 3 points en plus, ça changera de. Mais en fait, vraiment, si tu récupères le cousin, c'est bien parce que on en a parlé tous les deux juste avant, et je pense que c'est ce qui frustre énormément les fans du Thunder, c'est qu'on a récupéré aucun jeune à talent. Sur tous les trades qu'on a fait, on a récupéré aucun jeune joueur de talent. Ce que je peux comprendre, hein, parce que moi, pour le coup, je me situe un peu entre toi qui dit ce qu'on fait là, c'est pas mal, et je me situe un peu entre ceux qui disent on a récupéré aucun joueur, c'est frustrant. Moi, je suis un peu entre les deux. Et si tu pouvais récupérer le cousin, non seulement tu récupères un poste 2 intéressant, et en plus tu récupères un joueur qui était quasiment à l'autre pick l'année dernière. En plus, tu dis 2, mais il peut jouer 1-2 avec Shea. C'est pour un peu les gens, je pense qu'ils peuvent jouer tous les deux sur le backcourt. Oui, mais il jouera pas 1. Oui. Si tu l'associes avec Shea, tu fais jouer Shea en 1 et tu le fais pas jouer en 2. Complètement. Donc voilà. Mais si on peut récupérer le cousin, franchement, le trade de Steven Adams, ce sera peut-être le meilleur de tous. Et on vous avoue en plus il y avait Tayshaun Alexander à la draft qui n'est pas le cousin de c'est Shea, l'autre cousin, mais qu'on a appelé le cousin avec. C'est l'autre cousin. Et du coup là on peut vraiment appeler le cousin à Nickeil Alexander-Walker, donc c'est assez intéressant. Puis même juste d'un point de vue marketing, les deux cousins dans la même équipe. Oui, il y a eu déjà eu des photos l'année dernière, il y a déjà eu plein de choses. C'était intéressant, assez intéressant à voir. Non, sur ce trade-là, bon, Adams, c'est une légende du Thunder qui part, comme on a pu l'écrire dans l'article que Sanson a écrit. C'était une figure d'OKC. Il n'y aurait pas eu Horford, ça aurait été peut-être problématique, mais
Là, c'était prévisible et peut-être nécessaire de le faire à ce moment-là pour Adams. Et il va bien apporter à New Orleans, je pense, quoi. Ah, clairement, oui. Par contre, tu te retrouves dans une situation où le vétéran de l'équipe, c'est Hamidou Diallo. Oh, il y a Horford et Hill, mais de l'équipe. Non, mais le plus vieux de c'est l'équipe, Hamidou Diallo. c'est Hamidou Diallo. Voilà. Hamidou Diallo qui reste, c'est le dernier survivant. Et c'est sa 4e saison 3e. 3e. Ça va être sa 3e saison. C'est incroyable. Donc, vraiment là, Sam Presti, contrairement à l'année dernière où il avait gardé un effectif avec des vétérans, avec Chris Paul, avec Danilo Gallinari, il est arrivé cette année. Il s'est dit, bon, je vais passer un gros coup de Karcher et je vais virer tout le monde. Après, là, je vois en commentaire, et c'est vrai, il y a encore André Robertson qui peut re-signer et qui va sûrement re-signer, je pense, au minimum. Attention. Mais attention. Parce que c'est pas sûr. C'est pas sûr. Mais c'est possible. Nous, on l'imagine comme ça, en tout cas. Mais c'est Moi, pas je sûr. l'imagine, mais il y a un petit Italien qui a quand même bien remis en question mes certitudes. Tu sais que je vais faire une transition, c'est parfait. C'est pour ça qu'on se Bah voilà. Monaco, c'est pour ça. Gallinari, monsieur, je voulais jouer dans un prétendant au titre et chez un contender, a signé. Je m'en fiche de l'argent. A signé quand même un sacré contrat à Atlanta. Un contrat vraiment énorme pour le coup. C'est le plus gros contrat pour un joueur de plus de 30 ans qui a jamais été All-Star. Voilà, c'est l'info que j'avais donnée. Sans sign and trade, ce dont on attend et on discute depuis la fin de l'intersaison, enfin, c'est vraiment. Ça fait vraiment un moment qu'on en parle. Et au final, il n'y a pas de sign and trade, alors qu'on avait un peu prévu les choses, comme tu l'as dit, via le trade de Green, via le trade d'Oubre pour ça. Gallinari a choisi d'aller à Atlanta sans sign and trade parce qu'ils avaient le cap pour le faire. Bon, il n'y a rien à dire, il a décidé ça, voilà, il me l'a fait pas à l'envers, mais c'est. Qu'est-ce que tu veux dire de ça? Je crois qu'on commence à être habitué aux joueurs qui se barrent, un peu de manière pas très classe à la free agency. Après Gallinari, et en soi, le regret que tu peux avoir, c'est que tu avais un deal qui était fait avec Miami à la trade deadline et qu'il n'a pas été envoyé. Mais t'aurais gâché la fin de saison, est-ce que bon. Ouais, mais puis t'aurais pas récupéré des trucs on a de tellement fou. mis de valeur dans le moindre joueur, le moindre tour de draft que tu vois qu'on avait, que ce soit Adams, soit Schroeder, tu vois, on a mis de la valeur partout. Que bon, il y a on n'a pas réussi. Voilà, c'est oui, comme mais ça. le problème, c'est qu'il y en a un où t'as pas réussi, mais du coup, ça a une influence sur Kelly Oubre. Ça a une influence sur Malédon et Horford qui seront pas là pour le début du training camp. Oui, c'est vrai. Tu vois, c'est pas la situation la plus idéale de débuter un training camp. Après, pour le trade de Miami, je vois que ça réagit pas mal. Oui, en fait, Gallinari était un peu gourmand en termes de longueur de contrat, et je pense qu'OKC était gourmand en termes d'assets qu'il voulait récupérer. Non, je pense que le deal était fait. Toi, mais tu penses que c'était fait, toi? Je pense que c'était fait, mais comme Miami et Gallinari ont pas réussi à se mettre d'accord, le deal a été annulé. En fait, le deal était prêt, mais que le contrat de Gallinari n'était pas acté et n'était pas mis d'accord. Tu vois, ce que Miami a fait quand ils ont tradé Iguodala, c'est qu'ils l'ont tradé en disant on te trade et on te prolonge dans la foulée. Ce qu'ils n'ont pas réussi à faire avec Gallo, donc du coup ils sont retirés. Sur la durée, ouais. Ce qui est pas classe pour Gallinari, en fait, c'est que dès la fin de saison, déjà il a mis le truc en attente d'un nouveau départ, je sais pas quoi et tout. Alors qu'avant, il a fait des grandes déclats qu'il adorait OKC, etc., qu'il voulait peut-être rester, voilà. Il voulait partir chez un contender, il a assez mentionné, je pense que c'était compréhensible. Il va à Atlanta. Alors certes, ils ont fait des bonnes choses, mais... Non, Atlanta, ça devient solide. Ça devient solide, ils seront en playoff à l'Est, je pense. Oh oui. Mais voilà, en fait, oui, ils nous devaient rien, mais c'est pas... En fait, c'est pas... Il aurait pu dire, ok, je rends un petit peu ce qu'ils m'ont donné, parce que Gallinari, on a augmenté sa valeur l'année dernière, parce qu'avec le temps de jeu qu'il a eu, le rôle qu'il a eu, il a augmenté sa valeur. Je pense qu'il a eu une très bonne année, il n'a pas été blessé, il y a eu pas mal de choses. Il nous devait rien, il aurait pu partir un peu mieux. Voilà, par exemple, il y a d'autres joueurs qui l'ont fait. KD en partant de Golden State l'a fait. Bon, il y avait d'autres problématiques de salaire. Bon, mais il y avait la problématique d'Angelo Russell aussi. C'est le mauvais exemple, KD. Mais par exemple, Hayward, de ce qui est en train de se faire à Indiana, il y a pas mal de choses comme ça. Après, des sign and trade, il n'y en a pas des masses. Il n'y en a pas des masses ces dernières années. Et ça peut finir aussi comme Bogdanovic où tout est fait et qu'il y a... Non, en fait, c'est peut-être pas classe. Voilà, c'est décevant dans la manière où ça a été fait. C'est plutôt ça. Disons que entre sa série de playoffs dégueulasse face aux Rockets et ses propos dans les médias où il se contredit lui-même, la fin se finit un peu en péfoire. Alors qu'il avait fait une super saison.
Moi, Ouais. le premier, je le disais, il était vraiment intéressant. Voilà, il avait fait une super saison. C'est un peu dommage. Voilà, c'est plus ce sentiment de déception, je pense, qui nous fait dire ça, en fait. Oui, mais Voilà, après, pour vous expliquer. on n'aura plus ces ISO face au panier là qui étaient insupportables. Et puis, au moins, on aura Baisley titulaire. C'est bien. Ouais, ouais. On va finir ce podcast. On a vu bout 1 heure presque écart de podcast pour faire tous les trades et on n'a pas fini. On va revenir vite sur les signatures. Du coup, ok, si on n'a pas eu de signature, mais on a eu des options qui ont été levées, voilà. Alors déjà, Burton s'en va. Sans surprise, je pense qu'on va même pas s'éterniser sur Burton qui a très peu joué l'année dernière. Assez compliqué, voilà, c'était pas vraiment une pièce de la reconstruction, quoi. Ensuite, Diallo. Oui, Oui, là je sais Il que est là je te laisse dire, mais on a pris sa team option à 1,6 million et il sera dans les on l'a pas tradé. et il risque d'avoir un bon rôle. 6e homme. Oui, Let's possible, go. possible, hein. Ah, qu'est-ce que je suis content qu'il reste. Non, mais plus sérieusement, c'est ce que j'ai dit en début de live. Diallo se trouve au milieu de deux catégories. La première, c'est comme j'ai dit, le trio chez Dort Baisley, qui est un trio sur lequel tu peux construire, et les indésirables entre guillemets qui étaient Ferguson, Nader, Burton, sur lesquels la franchise pouvait pas miser. Diallo, je pense que sa team option, c'est de toute façon, tu coûtes 1,6 million, donc tu coûtes rien. On te laisse 1 an pour faire tes preuves. Là, pour le coup, Diallo, il va avoir une préparation, pas de blessure. Il va avoir carte blanche pour faire ce qu'il veut. Ça va être super. Ça va être, par contre, ça va être un bordel, hein. Ça va être super. Il va tourner en 12-8. Ça va être super. Mais non, pour le coup, Diallo, en fait, on lui donne 1 an pour faire ses preuves. Je pense qu'il va se retrouver avec des grosses minutes, surtout sur le poste 2 et sur le poste 3 où on n'est pas les plus fournis. À lui de faire ses preuves. Voilà. Mais en tout cas, je suis très content que Hamidou Diallo, en tant que vétéran de cette équipe, en tant que dernier survivant de cette équipe, puisse former les petits qui vont arriver. Non, Mais, je suis d'accord avec toi, hein. Il a 1 an pour faire ses preuves et honnêtement, c'est peut-être parmi Ferguson, Nader même que j'aime bien, c'est peut-être le plus intéressant à garder vu la situation qu'il y a dans le potentiel, etc. Ça, je te rejoins complètement. Après, oui, il va avoir beaucoup d'erreurs s'il fait tout ce qu'il veut, mais ouais, comme tu as dit, il était blessé, ouais, il sera mieux que l'année dernière. sa bulle était bonne. Hein. Sa bulle était bonne. Oui, oui, il était bien revenu après la bulle. Tu vois, Ouais, l'année dernière, il s'est blessé en début de saison parce que sinon Ouais. le début de saison était bon. Donc, Voilà un petit peu pour Diallo. Ensuite, Muscala, lui, a pris sa player option. Il a choisi de rester à OKC. Bon, il coûte très peu d'argent. Il sera dans la rotation comme l'année dernière. En fait, il risque pas d'avoir forcément un rôle beaucoup plus développé, même si ça s'est bien dégraissé. Il sera là en tant que vétéran. Il est toujours un bon comportement, bon état d'esprit, toujours à célébrer. Toujours, voilà, même s'il n'y a plus Schroeder, je pense qu'il sera pas négatif dans l'effectif et il faut des joueurs comme ça au final. oui. Et puis il fera jamais il va jamais créer de problème. Non. Il sera là, il mettra 2-3 points. Il va Puis pas voilà. tirer la couverture à lui. D'ailleurs, c'est Non. un point pour Oubre. Peut-être que Oubre aurait trop tiré la couverture à lui pour un prestige. C'est peut-être un point que j'ai oublié de dire tout à l'heure, j'avais pensé, mais tu vois ce que je veux dire? Il aurait peut-être été Bah, il trop en aurait représentation. Il aurait peut-être été celui qui aurait pris le plus de tirs dans l'équipe Ouais. parce que t'as pas forcément envie. Voilà, exactement. Exactement. Et voilà, après, dernière signature, Yurt7 en Exhibit 10, non drafté, un pivot encore une fois, qui va être testé, donc on en dira plus quand il aura signé, mais ce sera quelqu'un de fin de rotation. On arrive à 1h15. On s'était dit 1h30 avec Constant, donc si vous avez des questions, je sais qu'il y en a eu pas mal là depuis le début, on a pas mal de gens plus que d'habitude, donc merci déjà de nous avoir suivis. Si vous avez des questions, c'est le moment. Allez-y dans le chat. Je vais chercher mon chargeur en attendant Vas-y, que mon Constant. ordi décède. Je suis aux aguets. En attendant, je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner partout sur les plateformes d'écoute pour le podcast et pour les lives, du coup, qu'on met en replay, en audio et en vidéo sur YouTube. En fait, vous pouvez le voir directement sur Twitter une fois qu'il est fini. Et après, sur YouTube, un tout petit peu plus tard, le temps que je upload la vidéo, c'est assez chiant que je fasse un peu, que je remette bien, que ça soit beau. Et en audio demain aussi. Donc abonnez-vous partout pour suivre tous nos podcasts. Allez sur notre site internet pour voir tous les articles. Notre nouvelle rubrique Daily Thunder Recap où il y a tout qui est résumé le matin. Des articles de scouting, des articles d'adieu aux joueurs, pas mal de choses.
Des adieux, il y en a pas mal en ce moment. Les adieux, il y en a pas mal en ce moment. Non, voilà, allez suivre ça, on grandit de jour en jour. Donc, merci à vous de nous suivre. Alors, les questions, ça est constant là. Ah, Pierre, Poku ou Libron? Bon, Poku. Mais... c'est Morgan, notre admin du compte, qui nous demande, donc c'est pour ça. Vous pensez qui va signer? Eh bien, comme on l'a dit, on n'a pas tant de marge que ça, donc c'est assez dur de dire. Alors, on a dit Robertson peut-être. Moi, j'y avais du Quinn Cook qui m'intéresse en tant que guard. Après, à voir qui on garde ou pas, encore une fois, mais c'est assez dur d'estimer ça. T'as des idées, toi, Constant? Quand tu vois le nombre de joueurs qu'on a, Oui, on peut pas signer. Ouais. on peut pas signer plus de joueurs, puisque quand j'ai fait le point sur l'effectif hier, on était déjà à quasiment la quinzaine de joueurs. Ouais. Là, on a récupéré 4 joueurs, on en a lâché 2, si je dis pas de bêtises. Donc on est déjà avec un roster quasi complet. Donc, Ouais. tu vas pas pouvoir Et signer. la liste des free agents s'amenuise de jour en jour. D'ailleurs, même pendant qu'on enregistre, il y a eu Neto qui a signé, Portis à Milwaukee, il y a eu des trucs assez improbables. Ouais, il y a DJ Augustine à Milwaukee Ouais, voilà. aussi. Donc il y a des joueurs qui s'en vont. Donc nous, on n'a pas forcément, on peut pas le faire maintenant. On doit attendre et les joueurs s'en vont. Donc c'est pas exclu qu'il n'y ait pas presque pas de signature, voire zéro. Bon, il y aura Robertson, puis voilà. Vous pensez qu'on va finir combien à l'Ouest? 15? 15. Honnêtement, hein, l'Ouest, à part les Kings, qui sont. Non. Et encore, ils ont Fox ils ont des Ils ont joueurs. Bagley, ils ont Barnes, ils ont Ils ont plus de talent que nous Halliburton. actuellement. Ils ont plus de talent Oui. que nous. Les Spurs, qui nous on met peut-être hors playoff, mais qui ont une équipe bien plus compétente que la nôtre, Ah oui. bien plus complète. Les Non, Wolves, ça va personne- devenir meilleur. Phoenix, j'en Y- parle pas. Non, personne. Il n'y a personne. Houston, même si ça pète tout, ils vont garder, vu comme c'est parti, une superstar ou un gros joueur. Non, il y aura personne. Actuellement, on est 15. Et c'est pas plus Oui. mal. Par contre, on sera peut-être pas dernier de la NBA, parce que de l'autre côté, Détroit fait peut-être pire que nous. Peut-être. Peut-être. Je sais pas, parce que Derrick Rose, Killian Hayes, Sekou, Blake Griffin, Derrick Rose, est-ce qu'il va Jeremy rester? Grant. Non, mais pour l'instant. Ouais, pour l'instant. Oui. Bon. Plus, non, ils ont drafté Kylian, ils ont drafté Sadiq Bey, ils ont drafté Isaiah Stewart, de mémoire. Ouais. Ouais. Ils ont signé Jalil, bon voilà, ils ont signé... Non, Mason Plumlee. Ouais, ont Mason signé que Plumlee. des intérieurs. Mason Plumlee qui est, qui est pas... Ils sont quand même allés du côté de chez Denver. Ils ont fait, excusez-moi, on peut vous prendre toute Ouais. votre rotation intérieure sauf Jokic. Ouais, incroyable. Incroyable. Malédon, on garde... oui, pourquoi on le garderait pas? Je Ah oui. comprends pas la question, mais je pense qu'il va venir et qu'il va jouer, honnêtement. Bon, ça a été rapporté de façon que ce soit Poku ou Malédon, les deux viennent en NBA Ouais, cette ouais, année. ouais. Donc, qui a une moins bonne équipe que nous, bah, on l'a dit un petit peu. Hein, même les New York. Knicks sont peut-être meilleurs. En plus, ils vont signer des joueurs. Je suis pas convaincu. Hein. Non, les Knicks sont peut-être pas meilleurs, mais c'est à voir qui ils signent, c'est juste ça. Non, et puis t'as aussi l'optique de te dire, nous on joue à l'Ouest, Oui, on va perdre plus de matchs, mais on sera peut-être meilleur. on va perdre Oui, plus de matchs. Hein. effectivement. Surtout Ensuite, quand tu vois le nombre d'équipes, tu peux te dire, nous on peut perdre des matchs en fait sans être médiocre. C'est juste qu'il y a tellement de bonnes équipes à l'Ouest que ça va être compliqué de Ouais. gagner des matchs. Oula, mais on a plein de questions en fait. J'avais pas fait défiler les commentaires. Pour l'instant, le 5, c'est Hill, SGA, Dort, Baisley, Orford. Oui. Ouais. Et avec Malédon en sortie de banc, Poku en sortie de banc, Amidou. Ouais, en vrai, sur le papier, c'est pas si Le mauvais 5 que ça va. C'est le banc où tu fais, oh, Oui. Si jamais on trade Hill, vous voudriez vers où et surtout pour qui? Bah honnêtement, si on trade Hill, ça sera contre des tours de draft. On n'aura rien d'autre contre. On aura peut-être quelque chose pour égaliser le salaire. Est-ce que ça aura sûrement moins de valeur? Je ne sais pas. Je pense qu'on peut le trader aux Clippers par exemple. contre quoi ils ont déjà lâché Ouais, Landry c'est ça le Shamet. problème. Landry Shamet pour le coup là ça m'a. Non, et en fait, vraiment j'essaie de saoulé. réfléchir plus en équipe qui serait intéressée. Les Clippers pourraient. Georgie, les Clippers. Ouais. Bah, ils avaient envie d'un meneur. On parlait de Rubio. Ouais, mais est-ce que Georgie il est vraiment, ouais, je sais pas. Je sais pas, c'est dur à dire. Hein, c'est vraiment dur à dire. Les Non, les Lakers, Lakers, Schroeder ils ont et- Schroeder et Montrezarel Ouais, ils auront plus et de Dwight place. en Howard. plus. Ah bah non, Ils ont plus de place. ils ont C'est- été c'est- super c'est dur, hein. signés. Ça peut finir à un truc comme Orlando aussi, par exemple. Qui a besoin d'un meneur. Tu vois, il y a Fultz, ils ont drafté Cole Anthony. Ils ont Michael Carter Williams. Ah oui. Et ils ont drafté Cole Anthony. Ils ont drafté... Bon. Ouais, truc très dur à dire pour elle. Très bonne question. Ouais. Non, mais chez un. À Boston, Oui, pourquoi pas.
Tu vois, Boston est redescendu sous le cap. Si trade Gordon Hayward pour récupérer Miles Turner, ils auraient peut-être besoin d'un meneur d'expérience dans leur effectif. Ouais. Ensuite, on va passer à une autre question parce que c'est assez compliqué. Vous pensez on prendra qui l'année prochaine à draft? Kate Cunningham. Kate Cunningham, si on est un, c'est presque annoncé que c'est lui. Après, on a parlé de Bolton, on a parlé de Jalen Green, c'est le top 3 un peu annoncé. À voir comment ça évolue, ça Isaiah peut changer Todd sur la qui saison, traîne mais aussi. Cunningham paraît vraiment au-dessus de tout le monde sur cette draft. Allez voir ses highlights, c'est un prospect comme il y a rarement. Voilà. Et je pense que le fait qu'il soit au Oklahoma State Hmm. va bien aider pour le Possible. développement de la... On va aller le voir quelques fois, en fait les scouts vont aller le voir jouer. Ah bah là, oui, Sam Presti, il prend une station de métro, il va le voir. Donc, Constant Baisley, grosse saison. statistique. Ouais, mais même dans la progression, je pense. C'était une question en fait, c'est la question. Ah Statistiquement, vu qu'il va passer titulaire, il va forcément progresser sur les stats. Moi, si je me réfère à sa bulle était très satisfaisante. Ouais. Est-ce qu'il va continuer sur cette lancée ou est-ce qu'il va un peu... Même ses playoffs, hein, ses playoffs étaient super. Est-ce qu'il va continuer sur cette lancée ou est-ce que, vu le marasme que ça risque d'être l'année prochaine, il va un peu, pas plafonner, mais où il va mettre un peu plus de temps à exploser? Je serais plutôt partant pour la deuxième option. Après, je me dis que la raquette Baisley-Horford, elle est vraiment pas déconnante, elle est plutôt complémentaire. Et que justement, d'avoir à Horford qui pourra former Baisley, je trouve que c'est plutôt intéressant. Hmm. Du coup, est-ce que grosse progression, moi je serais plutôt tenté de dire que l'année prochaine, Baisley, ce sera peut-être le deuxième meilleur joueur de l'équipe. Peut-être. Peut-être. Oui, c'est possible. Je pense que tu l'as bien résumé ce que ça peut donner, effectivement. Potentiel All-Star OKC l'année prochaine, bah, Shea, peut-être, s'il a des grosses stats, Il mais aura pas il le sera pénalisé par le nombre de victoires, je pense. Ah mais, oui. mais Shea, Plus peut-être. par le nombre de défaites Oui, que par le nombre de oui, victoires. enfin, le faible nombre de victoires. Mais Shea, peut-être, parce qu'il aura pas mal de ballons, pas mal de choses. Est-ce que alors Ford va forcément rester? Pas forcément, ouais. mais on doit attendre déjà avant le trader et on peut potentiellement faire augmenter sa valeur et son contrat est pas le plus facile à envoyer quelque part. Moi je pense qu'il reste au moins la saison prochaine. Mhm. Voilà Donc notre il avis. part même pas à la deadline. Robertson ne viendra pas. Il y a des insiders donc ici qui ont dit non. J'ai pas vu passer l'info, donc si tu peux envoyer l'article sur le compte en MP ou autre ou à moi, n'hésite pas, comme ça on relaiera, mais j'ai pas vu passer C'est l'info. possible, hein. Moi je vois Clippers. Il y a Après, deux, trois- je pense que s'il signe pas chez nous, il signe nulle part, c'est pour ça que je disais ça aussi. Bah visiblement les Clippers, je dirais pourquoi pas. Donc, Ah ouais? D'accord. ah ouais. Ok. À voir, à voir. Après. Mais pourquoi signer des joueurs en cherche à être bidon? Donc c'est pas une question. Georges, il va rester selon vous, sinon il part maintenant à la deadline. Soit il part dans les prochaines heures, soit il part à la deadline, j'ai envie de dire. Mais je pense qu'il va peut-être rester un petit peu. Je le vois peut-être plus à la J'aimerais bien deadline. qu'il reste un peu. Plus Ah, à moi la aussi. deadline. On aimerait bien la deadline. On aimerait bien la deadline. Spurs, c'est moins fort, je ne pense pas. Ah, Tant non. qu'ils ont démarré Rosanne, la Marcus Aldridge, Murray, Forbes agent libre, Looney Ils ont drafté Walker, Kira Lewis. Potel est revenu. Ils ont drafté, Vassell. Ils ont drafté Kira... Ah, c'est Vassell. Ils ont drafté C'est qui Vassell, les Spurs. Kira Lewis, il va au Pélican, je crois. Ah oui, c'est vrai. Putain, ils ont drafté Vassell. Ouais, Ils ont drafté Vassell, qui est un super prospect, free indie. Ah oui. Euh, Ouais, ouais. Non, non, c'est meilleur. Oui, c'est la fin d'une ère s'ils trade, mais ils seront meilleurs que nous pour l'instant. Ils ont des meilleurs joueurs que nous pour l'instant. La draft 2021 est tellement relevée pour miser dessus, oui. Oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, Pour avoir parlé avec Alan de ça, qui est venu là d'envergure, qui est venu dans les podcasts sur la draft, en gros, il y a 8 joueurs qui ont été annoncés à la draft 2021 qui auraient pu être numéro 1 cette année. C'est ce qu'il nous a dit mot pour mot. Je vous place juste à peu près. Donc ça vous place le niveau de la draft par rapport à celle de cette année qui était faible. Celle de l'année prochaine est meilleure. Dites-vous que l'année prochaine, il y aura notre pick qui est quasiment assuré d'être dans le top 8, Ouais. pour pas dire le top 5. Et il y a le pick de Houston ou de Miami qui Le est meilleur des deux. Et si Houston commence à faire n'importe quoi, ce qui est principalement en train d'arriver, Ouais. on peut se retrouver avec on pique en 2 et on pique en 8. Et celui de Miami sera comme l'année dernière, je pense. Il sera pas, En plus, 30.
Il sera sont en peut-être train de plus, faire n'importe il sera quoi. plus 20 que 30. Et puis oui, j'aime pas trop ce qu'ils sont en train de faire, mais ils gardent leur même équipe. Mais ils seront plus 20 que 30. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres questions? On a quoi comme pick pour 2021? Bah, du coup, on vient de vous dire. Le on, garde, nôtre plus le meilleur de celui de Miami ou de Houston. on garde Ariza. Celui-là, je ne pense pas. Il peut bouger à la deadline. Il peut bouger aussi à la deadline, il peut bouger plus tard. Après, Ariza, est-ce qu'il va jouer beaucoup? Je ne sais pas. Pourquoi on ne garderait pas Hill? Pour avoir un tour draft, et s'il veut pas rester et qu'il est intéressé par un contender qui font une offre avec un premier tour ou quelque chose qu'on a envie d'accepter. C'est aussi simple que ça. Je pense pas qu'on va le brader, mais je pense que voilà. Hormis Cad, on vit qui à la draft 2021? Les deux profils que j'ai pu dire, la Bolton et Jalen Green, qui sont intéressants. Après, c'est encore très tôt pour en parler. Vous êtes emballé par beaucoup. Il faut suivre sur le compte et suivre le début du live là. Et tous les Non. podcasts. Moi, oui, énormément. Le max sur Shea, ça ferait pas un peu cher? Vraie question qu'on va devoir se poser rapidement. Petit marché, t'es obligé. Mais oui, ça paraît être presque obligé parce que Tu peux faire un truc à la D'Aaron Fox où c'est un peu tu ça. lui files pas le max et où tu mets des Conditions. clauses genre si t'es All-Star, t'as tant de prix. Je pense que c'est la meilleure solution, mais je pense qu'il va falloir aligner de l'argent. Vu ce qu'a eu Fox par exemple, il va falloir donner de l'argent. Ouais. Est-ce qu'il va apprécier de jouer quelques années dans une équipe qui tank? Déjà pour l'instant il n'a pas le choix. Regardez Non, Devin après est-ce qu'il va Booker. apprécier? Je pense il peut se dire que ça peut être sa future équipe où il a un rôle extrêmement important. Là il va avoir beaucoup de ballons. Il est avec des jeunes, je pense qu'ils sont potes tous. Si vous les suivez sur Instagram, c'est assez drôle. Je pense En que... fait, Oui, vas-y. Shea peut être content s'il voit que plus les années avancent, plus il y a une progression. Tu vois, Devin Booker, je pense qu'au bout d'un moment, il en avait marre d'être à Phoenix parce qu'il voyait que plus les années avançaient, plus le bilan de Phoenix progressait pas. Si l'année prochaine, t'es vraiment un bilan avec 18 victoires pour... non, parce qu'il y a 72 matchs. Si t'es avec 12 victoires pour 60 défaites, attention, hein, ça peut aller vite. Ouais. Bref, si tu te retrouves avec dans le bottom 5 des bilans NBA, mais que l'année d'après tu gagnes plus de matchs, je pense que Shea va être content de voir qu'il y a une progression. Ouais. Que si Shea voit pendant 3 saisons d'affilée que au niveau du bilan victoire-défaite ça bouge pas, là pour le coup il pourrait être frustré. Je Ouais. pense que Shea a bien compris que s'il veut une équipe compétitive, il va forcément y avoir au moins 1 voire 2 ans où OKC devra être l'une des pires équipes NBA. On nous demande les postes plutôt pour la draft 2021. C'est Poste des 3. 3. C'est ça qui est super intéressant. Oh. Oui, je sais, ils l'ont annoncé dans le chat aussi. On va en parler tout de D'accord. suite. Très bien. C'est des postes 3, et en fait, c'est des postes 3, pas des free and D, c'est des postes 3, j'ai envie de dire type Ingram, type KD. C'est des joueurs capables de créer, capables de scorer, capables de tirer, capables de tout faire sur un terrain. C'est vraiment des profils uniques, c'est vraiment des profils qui sont dominants en NBA, qui sont très recherchés. C'est pour ça que c'est encore plus intéressant. Alors que 2022, c'est presque plus grand, j'ai envie de dire. On pense à C'est Victor no Wanyama debate. notamment, mais l'année prochaine, c'est des ailiers élites. C'est un truc qui arrive jamais. Il y en a 0 cette année, par exemple, des profils comme ça. 0. T'as Okoro s'il se développe. Donc là, on va parler du coup. Florence, pour beaucoup, je t'invite à réécouter en replay tout ce qu'on a dit et tous les podcasts parce qu'on en a vraiment beaucoup parlé. Hayward à Charlotte. Qu'est-ce qu'il fout de Charlotte, putain. Et alors. Mais 120 patates. C'est Lamelo, Graham, Rozier, Hayward. Et en vrai, ça devient. Bridges, PG Washington. Ah ouais, putain. Tu fais un 5, Lamelo, Graham, Hayward. Hayward, Bridges. PJ Ou Washington, Bridges. Vernon Carré. Non, tu mets PJ Washington. Ils ont encore si tu veux. Zeller? Non. Oui, si, ils ont encore Zeller. Ils ont Biombo, non aussi. Je sais plus s'il y a encore. J'ai du je mal sais avec plus. leur équipe, ils ont changé Non, mais plein de choses. le pivot, je te dis, Vernon Carré, là, qu'ils ont Oui. drafté de Duke, Oui. pour le coup, lui, C'est peut un joueur avoir de un vrai NBA. profil. Ouais. Ouais. 4 Non, bah, ans, c'est un 120 millions. 4 ans, 120 millions, c'est beau. Ça, c'est beaucoup, c'est ce qu'ils disent aussi. Non, ils seront Tu pas derrière m'étonnes. nous, ils ont une meilleure équipe que nous là avec 6 ans. Hein. Ah non, bah déjà avec la Melo Ball. La Melo Ball, en vrai, les gens aiment pas, mais c'est un top prospect.
Quand il sera rookie de l'année en 28 l'année prochaine. Oui, voilà. Graham et Rozier, ça tient la route à peu près. Bon, ça défend pas, mais ça tient la route. Après, Hayward va fixer leurs problèmes à l'aile. Et leurs deux jeunes poste 4-3 Washington Bridges, c'est fort, c'est pas mal. Non, C'est des Washington, prospects qu'on aimerait bien avoir. Après, avoir au poste 5, mais c'est ce qu'on pense vite, j'ai envie de dire, un poste 5. Ils ont peut-être pas fini en free agency non plus. Non, ils seront devant nous, hein. Charlotte. Ils jouent les playoffs là, hein. Je pense Oui. qu'ils veulent la keeper autour de la mélo. Et, Mais en plus, la division de Charlotte, c'est celle où il y a Atlanta, Miami, Orlando. C'est les divisions vraiment, les divisions de l'Est, je vous les regarder, mais l'Est de toute façon. On récompense la médiocrité à l'Est, donc voilà. Non, mais vraiment, cherchez pas, il y aura peut-être les Knicks. Si tu regardes l'effectif, vraiment on est dans le top 3, voire dans le top 1 des effectifs les plus faibles pour l'instant. À l'ouest, nous Kings, à l'est, Détroit, New York, et encore, on nous met en dessous. Voilà. Constant, je pense qu'on a pris pas mal de questions, on arrive à un peu plus d'une heure et demie, je pense qu'on va arrêter là. Merci à tous d'être venus, c'était super cool, il y avait plus de monde que d'habitude, donc vraiment merci d'avoir interagi avec nous, c'était beaucoup plus actif que d'habitude, donc ça commence de se développer, c'est vraiment intéressant. Je vois que d'autres questions, Harden va bouger, on peut même pas savoir, Horford à Boston, je pense pas. Mais en tout cas, merci vraiment beaucoup, merci vraiment. Le replay sera disponible rapidement sur YouTube et en audio, normalement aussi rapidement. Donc on vous invite à regarder ça, ceux qui l'ont loupé. Si vous écoutez en replay, n'hésitez pas à interagir avec nous, ensuite en commentaire, à nous DM. On a pas mal de DM en ce moment aussi pour expliquer les choses, donc n'hésitez pas. Allez suivre ce qu'on fait sur notre site web, si c'est pas en favori, mettez-le en favori. Il y a pas mal de gens qui disent qu'on fait les recaps de chaque journée, les articles, donc ça fait plaisir. Et allez suivre le compte. Ah, Florent, sur Twitch, c'est une question que je me pose moi, on va voir. Mais pour l'instant, on a beaucoup d'abonnés sur Twitter, donc on en profite. Mais effectivement, on aurait plus de moyens. Et je sais pas si on peut télécharger les vidéos de Twitch, si vous savez, si vous avez des conseils techniques. D'ailleurs, c'est ce qu'on parlait au début de live. N'hésitez pas à venir, parce qu'on galère un petit peu avec cette vidéo. Mais voilà, ça permet de vous parler. Donc allez suivre ça. N'hésitez pas aussi sur les podcasts avec 5 étoiles à commenter. Donc ça pourrait être cool. Ça pourrait être cool. Il me dit oui, tu peux. Ah bah on va y réfléchir clairement. Twitch, live Twitch et replay YouTube. Ok. Peut-être que je t'enverrai un message si j'ai besoin, Florence, si tu t'y connais, mais on va discuter de ça et voilà. Merci à tous et à bientôt. Salut. Salut.